je m'appelle Jérôme Saurin. Je vais vous parler de la relation d'être. C'est une approche du coup que je crée. Je vais vous expliquer tout ça. Et on va passer de bonnes heures ensemble en tout cas. En gros en 3 phases. Une phase où je vais me présenter. Une phase où je vais vous expliquer ce qu'est la relation d'être quand même. Et puis une phase où vous pourrez poser des questions si vous voulez en savoir plus parce que j'ai pas été assez clair ou ça fusionne dans votre tête ou je sais pas quoi. Donc il y aura un temps d'échange. Ok? Oui, je vois que vous étiez déjà mort, c'est le week-end, on était fatigué mais quand même. Ok. Du coup, justement, comme il y a différents univers, des gens qui viennent de différents univers, des gens que je ne connais pas encore, qui parmi vous est praticien ou bien en hypnose ou dans l'accompagnement, qui travaille dans ce milieu-là, quoi. C'est un oui ou un non, ça? Entre deux. Entre deux quoi? Je fais des petites choses, quoi. En toute simplicité. Je commence. D'accord. Donc on peut dire que oui si vous commencez. Je commence à m'intéresser à tout ça et quand on a une reproche, faire des choses pour aider les malades, etc. D'accord. Donc quand vous dites malade, c'est vraiment au niveau de la santé. Les malades d'Alzheimer pour la famille, enfin, ça peut aider, ça peut servir à l'hypnose. Ça marche très bien. Qui parmi vous, du coup, ne pratique pas et n'a jamais fait d'hypnose, n'a jamais, même en tant que sujet, jamais vécu de... Vous avez participé quand même. Ok. Et qui parmi vous, du coup, a parfois peut-être la sensation de... comment dire, un peu de courir après le temps, après les activités, après que ce soit les amis, la famille, le travail, d'avoir toujours un peu une sorte de course infernale. Ouais, j'aimerais vous inviter à pas lever la main mais à lever le pied. Mais vraiment, de lever le pied là maintenant. Et donc il y en a, c'est vraiment de rester le pied si vous voulez bien. J'ai une petite expérience rapide. Ouais, laissez le premier qui s'est levé là, dis donc. Emmanuel, quand même. Tu dois faire qu'à ta tête. Non mais j'ai une petite expérience si vous voulez bien, juste vraiment si vous vous prêtez au jeu, c'est de lever le pied par rapport à cette idée de... En réalité, quand l'extérieur vous pousse justement à aller toujours plus loin, l'idée c'est d'apprendre à lever le pied. Et souvent on le fait pas en fait. Donc du coup quand vous vous connectez à cette partie intérieure qui, vous savez cette sagesse intérieure qui des fois dit non, prends du temps pour toi. Et puis qu'il y a un ami, la famille, une activité qui dit oui finalement vous y allez et vous écoutez pas. Donc juste cette partie de vous là qui lève le pied pour ceux qui le vont en tout cas encore debout en l'air. Et invitez-la à pouvoir justement, dans le cas concret où ça arrive, lever le pied, que ça soit un spasme ou quelque chose pour vous dire hey, écoute la petite voix intérieure, écoute ce qui à l'intérieur aimerait justement se poser pour pouvoir vous retrouver vous en fait, parce que si vous n'êtes pas en contact avec vous, de toute façon vous ne pourrez pas être en contact avec l'extérieur. Donc avec les gens avec qui vous allez partager du temps, ça sera une relation faussée, ça sera pas une vraie relation et c'est un peu dommage, je pense en tout cas. Donc du coup voilà. La relation d'être, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est justement on parle souvent de relation d'être dans l'accompagnement psychologique et quand j'étais en formation de relation d'être, je me suis dit mais ça manque de profondeur et je trouvais ça m'est venu tout seul en fait de parler de relation d'être pour remettre cette dimension de l'être en fait avant tout, donc la relation humaine à sa juste place, à sa juste valeur. Et on pourrait dire que la relation d'être quelque part c'est, puisqu'on est dans une société de perte de sens, c'est remettre du sens accompagné de nos sens, donc de la sensorialité, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sens, de ce que je ressens, de ce que je goûte. Et du coup de goûter justement à cette vie qui a été un peu enfermée, endormie, protégée à l'extérieur, à l'intérieur de nous, bien profondément, parce qu'on a peur de l'autre, on a peur du jugement, on a peur du regard. Et donc de réveiller cette vie qui souvent a été enfouie il y a bien longtemps en fait quand on n'était encore qu'un enfant. Et c'est un peu ça du coup l'idée de la relation d'être, c'est réveiller la vie qui est en nous, qui est endormie. Et en réveillant cette vie en nous, on la partage avec les autres. Et on se rend compte qu'il y a de la vie, pas que chez les êtres humains, mais aussi les plantes, les animaux, les éléments, la terre, la mer, la nature, le soleil, tout ça. Et donc se reconnecter à une dimension aussi spirituelle. Spirituel pas dans le sens religieux, mais dans le sens de comment je peux être connecté avec conscience à un plus grand tout, plus grand que moi, mais aussi plus petit dans le microcosme intérieur. Voilà en quelques mots ce que représente la relation d'être, on va dire. Vaste sujet du coup, et donc voilà, je vais me présenter un petit peu.
Et pour me présenter, le plus simple que j'ai trouvé, plutôt que d'afficher mes formations que j'ai pu suivre ou ça, qui n'a pas trop d'intérêt, d'ailleurs si vous intéresse, vous allez juste aller sur mon site et vous trouverez tout ça. Les appareils. Ok, donc du coup, pour présenter, en fait, quand j'étais enfant, j'étais un petit enfant bien joyeux, j'étais un petit clown. C'est une bonne vitalité. Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils voient que le petit clown il est encore là, parce qu'ils ne me connaissent pas encore et c'est peut-être pas encore beaucoup affiché là, mais il est encore bien là. Sauf que vers à peu près les 6 ans, ce petit clown il a disparu. La joie de vivre elle est partie. Je ne sais pas exactement pourquoi ni comment c'est arrivé, mais le petit garçon que j'étais, le petit clown, il s'est renfermé sur lui. Et à partir de là, ça a été un peu... la vie est partie, elle s'est renfermée dedans et c'était plus la survie en fait. Et du coup, ça a fait une longue traversée. Il y a eu, à 6 ans, c'était l'entrée au primaire. Bon, le primaire, c'était comme ci, comme ça. Et puis le collège, je me suis retrouvé à être dans le collège où mes parents enseignaient, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 parents professeurs et d'aller dans le collège où ils enseignaient. 2 parents profs de maths. Donc voilà, ça m'a un peu rajouté aussi une couche de faut pas trop faire le clown, quoi. Faut être sage, quoi. Un peu l'idée. Le lycée c'était encore pire, alors là c'était juste l'horreur, quoi. Se lever le matin pour aller en cours, j'avais pas de sens, c'était horrible. Bref, j'ai survécu quand même, et puis comme je savais pas trop quoi faire, et que j'avais des parents profs de maths, j'ai fait un bac S sans trop réfléchir. Et comme j'avais un seul centre d'intérêt à peu près à l'époque, l'informatique, je me suis retrouvé en unité informatique. Donc à l'époque, j'ai grandi en Touraine, je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand. Et alors l'unité informatique c'était encore pire, c'est-à-dire que sur mon groupe de 16, on a été 7 arrêtés en cours d'année, pour vous donner un peu l'ambiance générale. Et puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens, ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté en cours d'année. Et je suis rentré à Tours, j'ai fait un DUG AES. Vous allez voir du coup que ça a été un long parcours pour trouver ma voie. J'arrête l'informatique, je pars en AES, administration économie sociale, c'est ce qu'il y a de un peu plus polyvalent à la fac. Après je pars à Rennes, je fais une sorte de challenge, je fais une licence AES, mention ressources humaines, et puis en parallèle une licence de sciences politiques. Je continue en sociologie des médias, master 1, vraiment je cherche, je trouve pas. Et puis cette année-là, en master 1, il y a eu une rencontre, on va dire, amoureuse qui se termine mal, et puis je sombre. Il y avait un devoir que je devais rendre, une fiche de lecture, et puis je la rends pas, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à produire, je suis pas bien. Et à ce moment-là, du coup, ma mère qui avait déjà eu des passages dépressifs, je commence à la comprendre en fait, parce que quand elle avait des passages dépressifs, moi je disais mais si maman, vas-y tu peux le faire et tout, tu as un peu de motivation, et que dalle, hein, quand vous êtes dans un état dépressif, quelqu'un qui vous dit ça crée une distance juste horrible. Donc là j'ai réalisé effectivement que quand on vit ces états-là, je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont vécu, mais en tout cas qui ont des gens aussi qui sont proches, qui ont passé par là, on peut rien faire, il y a une sorte d'apathie, il y a la vie, elle est endormie et c'est très difficile. Et quand on a des gens justement qui comprennent pas ça et qui cherchent à nous motiver, ça crée une distance, c'est vraiment pas cool. Donc là j'ai compris ma mère. Et comment ça s'est passé? C'est très simple, hein. Je me suis mis dans mon lit, je tournais dans mon lit dans le noir, toute la journée à ressasser des trucs pas cool. Si vous voulez vous créer une dépression, vous faites ça pendant plusieurs jours, et puis au bout d'un moment, vous allez finir à aller chez le médecin, prendre des antidépresseurs, donc ça c'est pas très compliqué. Et c'est là où en fait j'ai réalisé qu'à midi justement, je suis descendu, c'était l'été, et je suis descendu dehors, il faisait plutôt beau, et j'ai vu en fait la tête de mon père qui était fermée, quoi, qui avait un truc qui allait pas, quoi. Donc je lui ai demandé mais papa qu'est-ce qui se passe? Et là il m'a regardé dans les yeux avec une émotion et il m'a dit mais c'est quoi en fait, si jamais si ça s'empire, mais je me demande jusqu'où ça va aller, quoi. Et donc là ça m'a touché, et quand je suis retourné après manger dans mon lit, dans le noir, à ressasser, à tourner dans tous les sens, je me suis dit mais c'est moi qui me crée cette dépression, je suis l'acteur de ma dépression. Et ça a été une prise de conscience forte. Pour ceux qui font de la programmation neurolinguistique, ce que j'ai compris après en faisant, j'ai compris que j'étais responsable des états émotionnels que je me crée. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas, mais je l'ai conscientisé à travers cette expérience de dépression. Et puis surtout, à l'époque, donc, ma mère avait aussi des problèmes de peau, elle a été voir un dermatologue de l'époque, et la dame lui a dit, écoutez ma petite dame, elle n'a pas dit comme ça, mais je peux vous donner toutes les crèmes du monde, ça ne va pas résoudre votre problème parce que c'est psychosomatique. Et donc ma mère a dit ça à mon père m'a dit ça à moi, il est venu me voir, il m'a dit écoute Jérôme, je
fait que ça va pas trop. Donc voilà, mais je sais qu'il y a, enfin voilà, on m'a présenté une dame, on m'a proposé une dame qui fait de l'hypnose ericksonienne à ta mère, et si ça te dit, tu peux y aller. Je te paye une séance. Je sais pas ce que c'est que l'hypnose, mais si ça peut t'aider, vas-y, je te paye une séance. Si tu veux pas y aller, n'y va pas. Je savais pas ce que c'était que l'hypnose, j'avais pas d'objectif. J'y suis allé. Donc j'avais 21-22 ans. Et là, une sorte de rêve éveillé, je retrouve l'enfant de 6 ans que j'avais perdu. Depuis 21, 22 moins 6, ça avait 15, 16 ans. Je pleure. Et là, ma tête n'a pas compris. Ici, j'ai essayé de réfléchir après, et ça ne comprenait pas le sens. Par contre, mon corps émotionnel, cette reconnexion avec l'enfant, avec cette énergie vitale, avec cette pulsion de vie, avec cette joie, elle a commencé, c'est comme s'il y avait une racine qui reprenait forme, et ça, petit à petit, le chemin se refaisait. Donc ça a été une étape importante, et ça a été ma première rencontre avec l'hypnose. Donc finalement j'ai pas rendu mon devoir, donc j'ai repiqué, j'avais pas grand chose à faire, donc je suis parti sur Paris, j'ai fait des stages dans les médias, arrêt sur image avec Daniel Schneiderman, c'était la présidentielle de 2007, donc j'étais à Dimanche Plus, Canal+. Je me suis retrouvé à travailler à France Inter, puis à Fayard, donc j'ai testé les médias et puis je me suis rendu compte que en fait c'était un monde un peu particulier et que j'avais pas trop ma place là-bas. J'ai quand même fini en Master 2 communication journalisme à Dijon. Et je me suis rendu compte que je voulais pas être journaliste parce que j'avais pas la passion, que c'était un métier difficile et que c'était pas ma place. Donc je me retrouve avec tout ce parcours à savoir qu'est-ce que je vais foutre de ma vie professionnelle, parce que maintenant que papa maman m'ont tout payé, peut-être falloir que je me bouge un peu les fesses et arriver dans la vraie réalité du monde du travail. Et là du coup forcément qu'est-ce qui arrive? La valeur que m'ont transmise mes parents fonctionnaires, la sécurité financière. Donc du coup, je me retrouve dans la voie un peu classique de j'ai fait mes études et maintenant j'ai gagné ma vie. Je me retrouve à faire un stage Master 2 en communication journalisme, en communication interne. Et ça fait bizarrement, je faisais la refonte de l'intranet chez Chronopost, et bizarrement ça fait une synthèse de tout ce que j'avais fait avant. Bon. Je me retrouve à être embauché après en marketing technologique. Je fais un CDD de 6 mois où je bosse beaucoup. Ma directrice avait compris que je voulais voyager, donc elle me laisse 1 mois pour voyager et me propose le CDI tant rêvé, avec une augmentation de salaire entre le CDD et le CDI assez confortable. Donc j'ai tout ce qu'un jeune diplômé est censé vouloir avoir, un bon salaire, un travail, un CDI. Et moi je me pose la question de est-ce que j'accepte le CDI, parce que s'il faut que je travaille de manière indéterminée la quantité de travail que j'ai fait pendant un CDI de 6 mois, mais ça me fait vachement flipper. Donc je me pose des questions et puis finalement j'accepte quand même. J'accepte et puis une nouvelle fois, c'est un peu la petite flamme qui s'était réveillée, elle se rendort. Il y avait une ambiance malsaine, il y avait des valeurs qui n'étaient pas les miennes, il n'y avait pas de sens dans le travail, donc j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place et j'étais en conflit parce que d'un côté j'ai quand même tout ce que je suis censé avoir, je suis censé être heureux et en même temps je le suis pas intérieurement, donc il y a un problème. Donc je disais à mes collègues, faut que je parte, je vais partir. Mais c'était des paroles en l'air, il n'y avait pas d'acte. Jusqu'à ce que, le hasard de la vie faisant bien les choses, peut-être parce qu'il n'y a pas de hasard, j'avais rencontré certaines personnes et on faisait de temps en temps un petit dîner. Et donc j'avais accepté un dîner un soir et en fait le jour même j'ai annulé parce que j'étais malade, j'avais une petite bronchite ou je sais pas quoi, j'étais pas bien. Et puis 2 mois après, rebelote, même scénario. Même personne, je dis non, le jour même je suis malade, je peux pas venir. Et donc elle me dit attends, tu te fous de ma gueule, tu m'as fait le même coup il y a 2 mois, attends, machin. Et je fais ah ouais, j'avais peut-être même pas réalisé. Et on échange quelques SMS et puis il me dit quelque chose du style mais tu sais peut-être que ton corps il essaye de te faire passer un message. Et là, illumination, je me dis mais c'est ça. Et là j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ma directrice et lui dire c'est fini, il faut que je parte, je peux plus rester ici. Et le lendemain c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est très rigolo, c'est que donc, je lui ai parlé, rien n'était vraiment fait, on n'a pas parlé avec les RH et tout ça. Mais 3 jours après, il y a un collègue qui part dans la direction, dans le département. Et à son pot de départ, à l'époque je fumais, donc je vais fumer dehors avec une collègue, avec Charlotte. Et elle me dit, Jérôme, c'est marrant, depuis quelques jours, tu as retrouvé ta joie de vivre, tu refais des blagues, on a retrouvé Jérôme, ça fait plaisir. Et là, intérieurement, je me dis, waouh! Le reflet de l'extérieur, moi j'avais pas cette conscience-là, mais quelqu'un d'extérieur qui me dit, parce que j'ai pris une décision qui est juste pour moi, qui est délicate, lâcher un CDI, un bon salaire, etc., et parce qu'elle est juste pour moi, la vie en moi se réveille et cette personne, Charlotte, de l'extérieur, me fait prendre conscience que ça y est, il y a un truc qui se remet en mouvement. Donc, étape importante. Ce
que j'avais oublié de vous dire aussi, c'était que genre un an à peu près un an et demi à peu près après la première séance d'hypnose, enfin, la seule séance d'hypnose que j'avais fait à l'époque, une amie m'a parlé d'auto-hypnose. Là je me suis dit attends, c'est bizarre ça comme concept. Auto-hypnose, ça veut dire que moi-même je m'hypnotise, enfin on peut s'hypnotiser, donc là ça a fait aussi un tilt. Elle m'a fait découvrir l'Arche, qui est un institut de formation en hypnose. Et on a été à des soirées, on a fait une soirée ensemble de soirée auto-hypnose, et puis j'ai trouvé ça chouette. Donc je suis revenu tout seul, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai acheté des livres en hypnose ericksonienne, en PNL, programmation neurolinguistique. J'ai fait des stages le week-end, et puis c'était vraiment ce qui me tenait peut-être en vie chez Chronopost à ce moment-là, une sorte de balance. Et donc voilà, en tout cas je quitte mon CDI, je reste 4 mois pour finir mes projets clean parce que c'était important pour moi de partir proprement. Et j'avais juste 2 trucs clairs. 1, j'ai envie de voyager. 2, je préfère gagner moins d'argent, même si je sais pas ce que je vais faire de ma vie professionnelle, mais faire quelque chose qui m'anime et que j'aime. Donc je pars voyager, Canada, États-Unis, Mexique, 3 mois et demi. Je reviens en France et je dois repartir 3 mois en Amérique latine, pour une contrainte extérieure, mais plutôt sympathique finalement. Et entre ce sandwich de voyage, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire, mon petit Jérôme, de cet avenir professionnel? Et là, le hasard de la vie une fois frappe à ma porte, et l'hypnose arrive une 3e fois dans ma vie, de manière un peu bizarre. Je ne peux pas expliquer là, mais c'est tellement étonnant, je me dis, c'est tellement bizarre qu'il faut que je creuse. Et donc je me dis, je vais me former. Je pensais absolument, mais pas du tout faire un jour de ma vie, de mon métier de l'hypnose, mais quelques mois après, du coup, je m'étais inscrit à cette formation. Bon, au début, j'en ai chié parce que j'étais très mental dans ma tête, du coup, je n'arrivais pas à lâcher prise et c'était très compliqué d'être en relation avec l'autre, avec l'être, avec l'autre qui était en face de moi. Et puis, bon, très rapidement, il y a quand même un lâcher prise. Et puis, j'ai trouvé ma place. Et alors, a lancé une nouvelle vie qui a été très. Qui est depuis lors, qui est très orientée développement personnel, connaissance de soi, exploration, avec une grosse base hypnose ericksonienne PNL. Avec aussi, en même temps, j'ai commencé à faire du clown théâtre, qui est aussi très mal connu comme l'hypnose, avec beaucoup de préjugés, mais qui est une dimension plus corporelle, plus vitale, retrouver aussi l'enfant un petit peu, l'enfant clown justement. Et puis donc voilà, je me suis vraiment consacré à l'hypnose, PNL, tout ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est bien joli tout ça, mais ça reste quand même assez psychologique, émotionnel, et il manque une dimension corporelle. Donc j'ai été explorer des dimensions corporelles à travers le clown, mais aussi à travers la psychologie biodynamique, à travers les massages, à travers tout ça. Et puis l'énergétique, parce que l'énergétique, je sentais bien qu'il se passait des trucs que mon cerveau mental n'arrivait pas à comprendre. Et que du coup, il y avait certainement des choses à aller explorer. J'ai oublié de vous dire que 1 an et demi, je pense, ça m'a duré 1 an et demi, après être formé à l'hypnose, alors que j'avais aidé des personnes, alors que j'avais vécu des choses fortes pour moi, il y avait un truc dedans qui me disait « mais non, mais c'est pas vrai, c'est trop beau, ça n'existe pas, c'est pas possible, il y a un truc qui est pas vrai ». Il y avait une remise en cause incroyable qui n'arrivait pas à accepter l'idée que c'était réel. Et puis ça c'est parti, puis après ça a laissé place donc à l'énergétique avec des trucs « non mais attends, c'est pas possible, tout machin, ça remet ça en question, pas possible ». Et puis maintenant ça va mieux, mais il y a encore quelques petites étapes, mais voilà, ça avance. Donc voilà un peu pour retracer mon parcours et il y a qu'est-ce qui me nourrit le plus. Je crois qu'aujourd'hui j'enseigne aussi la relation d'être, j'enseigne la PNL aussi à Montpellier dans un institut qui est chouette qui s'appelle Génération Formation, qui ont des belles valeurs humaines. Et tout ça en fait, donc évidemment j'ai fait énormément de formations, plus de 500 journées de formation. Il y a mes lectures, mais je crois que ce qui m'a le plus aidé, c'était déjà un travail sur moi avec un thérapeute sur le long terme, même plusieurs thérapeutes sur le long terme. C'est pas une séance ponctuelle, c'est un vrai travail de fond avec quelqu'un qui nous suit. Donc quand on tombe dans nos travers, il est là parce qu'il nous connaît, donc on peut pas s'échapper quoi. Il nous échappe, et puis vas-y. Et c'est comme ça qu'on avance quand même. C'est pas le plus sympa, mais c'est comme ça qu'après on se ressent vraiment vivre, plus léger, et comprendre nos mécanismes de défense, etc. Ça a été hyper important. Il y a les gens qui accompagnent, c'est mes maîtres. Ils m'apprennent tellement de choses. Je pense que les gens qui accompagnent ici en hypnose ou d'autres techniques, ils nous apprennent tellement, quoi. Donc merci à eux. La relation d'être, en réalité, c'est eux qui l'ont inventé. On l'a co-inventé, quoi. Ça vient pas de moi. Et puis il y a aussi, bien évidemment, ce que je fais de moi à moi, quoi. Quand je suis dans une situation et puis que je sens qu'il y a un déclencheur émotionnel ou quelque chose, qu'est-ce que je fais ?
bah, je fais plus comme avant. C'est-à-dire que je vais arrêter de fuir. Je vais pas prendre une clope pour mettre un nuage de fumée et puis endormir le truc. Je vais pas prendre un pétard comme j'ai pu faire pendant longtemps pour flyer un peu. Je vais pas boire d'alcool pour m'euphoriser. Je vais pas aller me mettre devant une série télévisée, un film ou ça pour oublier. Je vais pas aller voir des amis, etc. pour encore fuir. Je vais pas, on a tous des stratégies de fuite. Je vais pas aller dans le sport à l'extrême ou dans le travail à l'extrême ou machin. Non, je vais à un moment donné, je vais juste faire pause, puis je vais rentrer dedans, puis je vais écouter qu'est-ce qui s'active là et qu'est-ce qui a besoin de moi en fait. Parce que sinon, bah, je fais juste répéter un même schéma indéfiniment. Donc, apprendre à faire pause, je pense que dans cette société où tout va vite, je pense que c'est juste un des fondamentaux. Et là où on fait tout le temps play, dès qu'il y a un truc qui fait pause, on fait play, vas-y, on part, continue, parce que qu'est-ce qui se passe dans cette mare ou dans cet étang dans lequel on court tout le temps, bah, quand on court et la vase elle remonte, donc c'est voilà, il y a des trucs si on ne voit pas nos profondeurs et bah, de ne pas voir nos profondeurs, bah, ça évite de voir nos parties d'ombre et les trucs qu'on ne veut pas voir et les trucs qu'on n'a pas digérés et les trucs qu'on travaille nous dans notre vie, plus du coup papa maman qui nous ont filé des trucs, plus la société, plus du transgénérationnel et bah voilà, il y en a plein en fait, hein, quand on commence à creuser. Donc après, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, mais quand on veut être praticien, je pense que c'est bien d'aller quand même pas mal explorer les choses. Donc voilà, et je pense donc fondamentalement, le premier truc à faire, c'est faire pause, quoi. Faire pause et d'aller écouter à l'intérieur ce qu'il y a. Je prends un petit instant pour voir ce que... Tout n'est pas clair. Donc là, on a fini la première partie où je me présente et là, on est dans le vif du sujet. Hein, donc si jamais c'était pas clair. On va faire pause. Faire pause, si vous avez des Kit Kat, vous pouvez enfiler aussi. Si vous n'avez pas de Kit Kat mais que vous avez autre chose à partager, vous pouvez aussi. Hein. Ouais. Quelque part, la relation d'être, si on parle de valeur, bon, je vais le faire là. Si on parle de valeur, au cœur de la relation d'être, alors, je ne suis pas très doué avec les feutres et les dessins. Si c'est disproportionné ou pas très joli, vous me paierez un cours, si vous voulez. Donc j'en prendrai un jour. Donc ça, c'est censé être une table, donc déjà on dit qu'il y a peut-être un truc qui va être hop, tac. J'espère qu'il n'y a pas de graphiste parmi vous. On ne va pas créer des crises cardiaques. Donc en fait, au cœur de la relation d'être, il y a 4 piliers qui sont tenus par la relation d'être, qui sont donc des valeurs, qui sont inscrites avec des H, ça commence par H, c'est pas pour couper quelque chose, c'est pas violent, c'est pas du H pour partir, c'est avant tout l'humilité. L'humilité, ça vient du latin humus. Humus, c'est proche de la terre, proche du sol. Donc comment garder le contact justement avec la terre, quoi. Parce qu'on a tendance à être très dans la tête. Quand on est dans la tête, dans les pensées, c'est l'élément air plutôt. Donc c'est important de revenir justement proche de la terre. Et pour ceux qui font de l'accompagnement, on parle souvent de la position basse. La position basse, c'est au contraire la position haute, c'est-à-dire le médecin, par exemple, les gens en tout cas qui ont fait beaucoup d'études, sont en position haute parce qu'ils ont le savoir, ils savent pour vous, ils prescrivent une ordonnance. Et dans les approches de, comme on dit, dans plein d'approches finalement, on parle de position basse, c'est-à-dire que en fait c'est la personne qu'on accompagne qui sait et qui est toujours elle au-dessus de nous. Donc on la valorise, on la remet dans cette position, donc l'humilité c'est très important. Il y a l'honnêteté, je sais jamais si toujours, c'est là le chapeau. Accent circonflexe. C'est trop mignon. L'honnêteté, c'est dans le sens, en fait, être congruent avec soi-même. Congruent, ça veut dire être en accord entre le corps et l'esprit, quoi. D'être aligné, si vous voulez. Parce que sinon, le message, il passe pas de toute façon. Donc, d'être honnête, déjà avec soi. Il y a l'humour, parce que quand même, c'est bien joli, mais si on se marre pas un peu, c'est chiant, quoi. Donc, l'humour, rigoler, la joie. Et puis du coup, remettre de l'humain, quoi. Donc l'humanité, c'est aussi quand même vachement important. Retrouver cette dimension humaine, le partage, par exemple, tout ça. Et finalement, ces 4 H qui font les piliers peuvent donner un 5e H qui est au cœur du cœur et qui serait l'harmonie. Comment du coup, ça circule dedans et c'est fluide.
Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment, vraiment important. En tout cas, moi c'est ce qui m'anime. Plus je vois mes séances et en fait moins j'en fais quoi. Moins j'en fais parce que j'ai pas besoin de faire. Je suis pas dans le faire, je suis dans l'être. Et quand je suis dans l'être, je pourrais pas donner de statistiques, mais dans au moins la moitié des séances, même avec des personnes que je rencontre, entre les 5 et 10 minutes du cabinet, on est déjà en train de travailler sur des trucs, il y a déjà de l'émotion et on y va quoi. Et on déroule. Et à partir du moment où vraiment il y a une relation d'être à être, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de faire des inductions hypnotiques, ça déroule. Après, parfois, c'est bien de faire aussi, ça dépend aussi de ce qu'on fait. Sur un arrêt du tabac, c'est bien de déconditionner, de faire une bonne transe quand même, une bonne état d'hypnose pour faire un travail. Mais sinon, avant tout, c'est des problèmes émotionnels, c'est des systèmes de défense qui sont établis depuis longtemps. Et en fait, on peut désamorcer ça, prendre en compte plutôt ça directement. Du coup, c'est vrai que pour ceux qui ne savent peut-être pas, j'efface un. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais en gros, la temporalité d'une séance, on commence par l'accueil. Merci. Techniquement, on parle de l'anamnèse. L'anamnèse, en fait, c'est quand on discute avec la personne. Dit. Anamnèse. Du coup, ça, c'est le fait de discuter avec la personne pour recueillir l'information. C'est le recueil d'informations. Après, ou bien vous faites de l'hypnose, dans ce cas-là, il y a une phase d'induction hypnotique. C'est là où on met la personne sur une plaque géante chauffante pour qu'elle transpire un peu et qu'elle rentre en état d'hypnose. C'est une blague, elle ne passe pas d'accord. Dans l'induction hypnotique, c'est juste pour faire le passage d'un état de conscience censé être normal à un état hypnotique. Donc, induction si vous faites de l'hypnose, on va dire. Sinon, induction, il y a le travail, en fait. Faire un effort. Là, je dois vraiment appliquer. Vous ne sentez pas, mais dedans, c'est difficile pour moi de faire ça. Qu'est-ce que je disais? Induction, donc ouais, le travail. Donc, si vous faites, je sais pas moi, de la PNL, ça va être le protocole de travail, de changement. Ça va être, si vous faites de l'EMDR, c'est la session de MDR, tatata. Travail, donc voilà, pourquoi vous êtes là, quoi. Si vous faites des hypnoses, vous réveillez la personne quand même, c'est mieux. Une phase de réveil. Et puis après, vous payez, vous reprenez rendez-vous, vous dites au revoir, voilà, et à la fin. Donc ça, c'est la structure un peu classique. Et moi, j'aime pas trop faire comme tout le monde. En tout cas, j'aime bien vivre les choses comme elles viennent. Et c'est vrai que autant je peux éviter ça, et autant je me sens mieux. Donc l'idée, en fait, de la relation d'être, en termes d'application, c'est plutôt de jongler tout le temps et faire de 2, 3, 4, 5 sessions en fait, de travail. Donc on prend un élément et on travaille avec. Alors en fait, si vous voulez, la structure, j'ai parlé pour tout le monde, j'ai parlé donc à la fois pour les praticiens, c'est-à-dire dans la posture de praticien, et en même temps pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire chacun d'entre vous. C'est-à-dire que quand il y a un déclencheur, quand il y a quelque chose, une réaction émotionnelle, qu'est-ce que je fais? Et bien du coup, le modèle, c'est revie en 5 étapes. On fait un chiffre des lettres. Attendez, fatigué, j'ai fait la semaine dernière quand même. Le complément. Je crois qu'il y en a un de plus. Emmanuel, vous voyez une consonne? Consonne. Consonne. Du coup... Non, c'est pas ça. Vous avez le côté animal en vous, peut-être? Olivier, vous voyez le consonne? Vous voyez? Ça va être un peu facile, peut-être, quand même. Ah oui. Repérer. Bien! Repérer. Je travaille avec les couleurs, parce que du coup, tout est bleu, c'est peut-être pas top. Bref. Repérer. La première phase, c'est de repérer. C'est-à-dire identifier qu'est-ce qui se joue dans l'instant, qu'est-ce qui est là. Et à partir du moment où on affine cette capacité à repérer ce qui est là, en
fait ça va vite quoi. Le plus difficile en anamnèse, c'est savoir identifier à quel endroit, si je voulais mettre un tableau, bah, c'est de définir à quel endroit je mets le tableau, où est-ce que je plante le clou pour afficher mon tableau. À partir du moment où je sais ça, bah, c'est fait quoi. Bah, c'est un peu pareil dans le travail qu'on fait sur soi. À partir du moment où j'arrive à repérer où est l'endroit où je dois travailler, bah, ça se passe bien. Ça se passe, en tout cas, j'ai le point de... J'ai mis ça. Non, à gauche. Non, C'est pas ça. c'est pas ça que je cherche. Mon jouet que je t'ai demandé, je l'ai rangé dans mon sac alors. Ouais, je crois. Yes. Merci Olivier de m'avoir De rien. acheté un. Accessoiriste. Donc voilà, ça c'est vous, chacun d'entre nous. De manière différente, tout ça. Et donc du coup, une personne qui vient en cabinet, je parle un peu des fois du cabinet, puisqu'il y a pas mal aussi de gens qui travaillent professionnellement dans ce milieu-là. Et c'est valable pour tout le monde. Donc du coup, par exemple, si je choisis la couleur blanche, ben je vais regarder, voilà, je regarde toutes les faces, puis je vois que ben, il y a une phase où il y a 4 blancs. Donc je vais repérer que peut-être que l'endroit où, si je vais avoir plus de blanc, ben, je vais peut-être repérer déjà là où il y a le plus de blanc, ou en tout cas je vais sélectionner une couleur. Si je me concentre sur le rouge alors qu'en fait je veux du blanc, ça va pas le faire. Donc déjà, je mets focus d'attention, qu'est-ce que je veux repérer, qu'est-ce que je repère. Et je pense que, en tout cas moi, là où je suis assez fort, en tout cas là ce que j'ai réussi à développer, c'est cette capacité à savoir repérer facilement et rapidement où il y a besoin de travailler. Quelque part, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que donc j'observe le langage non verbal du corps, j'observe les changements de voix, tout ce qui est la calibration. J'ai développé certaines choses, j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, en ayant repéré ça, bah, en fait, dans ma tête, je me fais des hypothèses. Et en fonction de ces hypothèses, bah, je les priorise, je pose une question. En fonction de la question, de la réponse plutôt, bah, je valide mon hypothèse ou je la raye, ou je crée de nouvelles hypothèses. Et de fil en aiguille, j'ai un entonnoir jusqu'à un moment donné où je tombe. Ah voilà. Hein? On pouvez pas faire mieux. Hein? On peut faire mieux. Et parfois, il faut laisser tomber les gens pour qu'ils se relèvent. Pas trop les soutenir. C'est ce qui me vient. Je sais pas si c'est juste, mais bon. En tout cas, voilà, la phase de repérer, pour moi, c'est la phase la plus importante en fait. Parce qu'à partir de là, si on repère le bon endroit et qu'on y va, ça déroule. Et le seul cas qui est difficile, là je parle une fois de plus, c'est en cabinet, c'est quand on pose une question à la personne. Bon bah oui, je sais pas moi, quand votre femme du coup elle fait, je sais pas moi, elle laisse traîner, ou plutôt on va dire l'inverse du coup, tiens, quand votre mari il laisse traîner ses chaussures ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas. Quand on pose une question à la personne, je sais pas. Mais dans votre cas vous ressentez quoi? Rien. Là, on est content d'avoir l'hypnose pour endormir la tête et travailler avec d'autres choses, à travailler avec les mouvements idéomoteurs et d'avoir d'autres réponses, parce que sinon, on peut rien faire, quoi. Donc effectivement, pour moi, en fait, la dimension la plus importante, c'est dans le travail, c'est la qualité de réponse. Est-ce que la personne a accès à l'information? Si je pose une question que la personne sait répondre à la question, et moi je vérifie qu'elle répond bien à ma question que j'ai posée, hein, parce que des fois on pose des questions, puis donc je pose ma question, et si j'ai la réponse qui va dans le sens de la question, on déroule et ça va assez vite. Donc repérer. Et repérer, on pourrait dire que ça va un peu plus loin, parce que symboliquement, repérer, ça présuppose quelque chose d'autre. Un repère, si on l'écoute, ça peut être... Donc déjà, un repère, ça sert à quoi? Ça vient apporter quelque chose dont on peut se raccrocher. Il y a une notion de sécurité avec le repère. Un repère, ça sécurise. On sait très bien que si on n'a pas de sécurité à l'intérieur de nous, on ne va pas bien loin, quoi. Donc fondamentalement, c'est hyper important. Et dans cette phase de repère, c'est aussi dans l'accompagnement, parce que je crée une sécurité, un contexte dans lequel la personne peut aussi aller explorer l'information dont elle a besoin et on y va. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, dans repère, on a pair et on a repère. C'est comme s'il y avait deux paires. Je prends un peu les deux. J'aime bien jouer avec les mots. Et par exemple, en crèche, ce qu'on fait avec les enfants en bas âge, je ne sais pas si vous savez, mais quand les enfants ils sont sur, on va dire, le terrain de jeu, qui jouent,
qu'est-ce qu'on fait? On demande à un adulte ou 2 adultes, par exemple, ça dépend de l'élève, combien d'enfants, de s'asseoir. On leur demande de s'asseoir pour que l'enfant ait un repère. Parce que si l'enfant joue dans son monde imaginaire et que d'un coup il sort de il sort de sa transe, il se réveille dans la réalité présente et que son repère de sécurité, de rassurer, il n'est plus là, panique. Je me suis fait abandonner ou je sais pas quoi. Donc du coup, ils savent ça dans la petite enfance et les personnes qui travaillent donc dans ce milieu-là, ils s'assoient pour que l'enfant puisse jouer et s'il y a un problème, un doute, quelque chose, il regarde son repère, c'est là, rassuré, je peux reprendre et jouer. Donc derrière ces notions-là. Repérer, c'est donc pour moi fondamental avec toutes ces notions-là. Ensuite, je passe trop de sinon ils peuvent très comment vous appelez? Amandine. Amandine, voyelle ou consonne? Voyelle. Ça me fait mal à la tête. Du coup, s'il y a un E à la, faut que je le remette, non? Si, je vais le remettre. Allez. Gabriel. Une consonne. Consonne. C'est très compliqué là, vie. Explorer. Oui, bravo ça. Explorer. Une fois que j'ai repéré d'ailleurs, là je le réalise aussi, c'est cette notion un peu de voyage, et on peut aller explorer. Et donc explorer, ça veut dire que dans mes phases, avec mes différentes couleurs, si je choisis une couleur, voilà, j'ai repéré où il y avait du blanc, et peut-être que l'endroit où je vais travailler le plus, c'est là où il y a le plus de blanc. Alors je suis pas un expert en machin, etc., mais voilà, je vais commencer à garder en tout cas en contact, et puis à bouger pour voir justement, voilà, je vais explorer le blanc. Afin de pouvoir avoir à un moment donné tous les blancs. Par exemple, si c'est ça l'objectif. En tout cas d'explorer. Et donc d'explorer, là c'est génial parce que comme on est en interaction, on voyage en live avec les personnes et on a des. Je sais pas, moi ma journée, ce matin, qu'est-ce qui me vient dans les séances reliées à ce matin à un moment donné, hier par exemple, ce qui me vient, il y a une personne qui vient de rencontrer, donc c'est une jeune femme, elle a rencontré quelqu'un récemment, et elle a eu des antécédents pas très cool avec d'anciens hommes, et donc du coup, comme la personne est bien, tout de suite c'est mais c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir un loup, machin, etc. Donc voilà, elle s'inquiète. Donc je sais plus ce que je repère, ce qu'on explore, tout ça. Et puis il y a une première phase, on fait une première phase de travail là-dessus, c'est ok. Mais on va un peu plus loin, et donc du coup ça nous amène d'ailleurs à la phase suivante. Je vous le fais directement celui-là. On va vérifier. Et donc en vérifiant, on se rend compte qu'en fait, il y a encore des trucs qui se présentent. On repère d'autres éléments. Donc du coup, on explore notre piste, on fait un autre voyage intérieur, et là, à un moment donné, il y a un accès oculaire, ça va très vite, ça fait ch'touk, et ça se barre. Et là, moi, cet accès oculaire, je me dis, oula, il y a un truc. Donc je lui dis, regardez là où vous étiez, elle le prend, parce que des fois, c'est pas évident d'avoir conscience de ça, donc elle y retourne, et là, elle sent qu'il y a, dans son corps, il y a genre un truc qui lâche. Mais pas cool, quoi, genre... Du coup, on explore, et en fait, c'est du délire. En allant rechercher, donc en mettant son accès oculaire dans cette zone-là, elle a téléchargé un programme. C'est-à-dire qu'en faisant ça, elle a senti, elle qui est très mentale, donc très dans l'air et tout ça, elle a senti ses pieds, moi j'étais en synchro donc je chantais aussi, les pieds, ça a branché les pieds dans le sol, et il y a de la chaleur et des contractions qui sont arrivées, et elle s'est ancrée quoi. Elle a atterri. C'était du délire. Il y a vraiment cette notion en fait de... je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Karl Pribram, il est connu pour avoir parlé du cerveau holographique. Donc dans cette théorie-là, en fait, si vous voulez, le cerveau il crée des courants électromagnétiques, et donc du coup, quand on génère une pensée, en fait, ça génère un champ holographique, et donc notre pensée, elle a des caractéristiques, par exemple une image mentale, et elle a une certaine distance, une certaine taille. Pour ceux qui font de la PNL, c'est des sous-modalités. Et ça, c'est ce que crée notre cerveau, une sorte d'hologramme, d'accord ? Et si on prend l'informatique, même l'optique, quand on clique sur un logiciel, par exemple,
qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qu'on fait notre œil. On a reproduit en fait ce que fait notre œil naturellement, c'est-à-dire qu'il identifie un élément, il va zoomer dessus, et puis il va avoir de l'information qui vient. C'est ce qu'il fait avec la lumière et tout ça. Et en fait, c'est pareil à d'autres niveaux, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle a vraiment téléchargé un programme. C'était assez amusant. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre comme qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ça c'était un peu space, peut-être pas partir directement sur des comme ça. C'était assez rigolo ce matin, il y avait une personne qui a un profil HP, donc au potentiel, c'est des personnes qui pensent assez vite et qui ont pas mal aussi du coup d'angoisse. Et donc elle avait une angoisse au niveau de la poitrine. Et donc du coup je lui demande ok, quoi ressemble votre angoisse? Je sais plus, elle me dit genre c'est un peu vaporeux, quelque chose, etc. On va un peu plus loin, elle me dit c'est noir. Je lui dis ok, allez-y, explorez quoi. On y va, elle commence à sourire, elle me fait ouais non mais là c'est bizarre. Je fais, j'aime bien quand c'est bizarre, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Là je suis dans l'espace, je suis dans le cosmos. Et comment vous vous sentez? Calme. Et elle est partie d'un truc en elle, elle a été creusée dans le microcosme, elle est arrivée dans le macrocosme. Et elle s'est reconnectée à une partie spirituelle. Après, c'est pas suffisant parce qu'il faut la ramener dans la terre. La vie, c'est pas là-haut. Mais ça a pris quelques secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Il y a plein de choses qui me viennent. Vous voyez en tout cas l'idée un petit peu. Et donc, l'idée, c'est je repère, j'explore, je vérifie. Et si, en fait, c'est pas OK, je vais repérer un autre truc, explorer, et en fait je fais des boucles comme ça. Et donc, je jongle à faire des boucles comme ça, et je peux en faire 3, 4, 5, ça dépend des gens, suivant l'accès à l'information aussi. Et du coup, des fois, en une séance, on a fait un sacré voyage. Des fois, je me dis, mais pourquoi j'écris pas des choses, quoi, parce que j'ai besoin d'être créatif et tout. Vraiment des voyages assez fous. Donc, vérifier. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est intégrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai tous mes... Bon, je devrais pas le faire bien, vous avez compris, s'il y a tous les blancs par exemple, je vais intégrer le fait que justement, il y a une nouvelle ressource qui est disponible. Donc comment, en intégrant ça, ma vie elle change forcément. Comment je la remets en situation par rapport à ma vie actuelle. Et du coup, une fois que j'ai disposé de tout ça, je suis prêt pour savourer la vie avec cette partie plus complète, plus réunie de moi-même. Ok? Voilà le modèle revie et du Rubik's Cube. Donc voilà un peu comment je travaille, et du coup c'est la même chose quand ça se passe pour soi, quoi. Si jamais à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que je sais pas ce qui me vient, un jour voilà, j'étais sur internet, sur Facebook, et puis je sais plus, j'ai une interaction avec quelqu'un et on se comprend pas, et il y a une valeur à moi qui est touchée, et donc du coup en fait j'étais en train de cuisiner et je ruminais quoi, j'étais en train de repasser le truc, mais ça voulait pas lâcher quoi. Donc du coup je repère, ok, il y a une pensée, elle est où, qu'est-ce qui se passe, j'explore. Et à partir du moment où j'ai exploré et que je sens que mon corps il accepte, je vérifie, c'était ok, j'ai pris en compte le besoin. Et voilà, c'est juste... Attends, j'hésite dans d'autres trucs, dans quelle heure tu le fais Alors, si on prend ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un graphique en secteur. Un graphique en secteur. Pas mal, j'aurais pas attendu ce truc. Anti-bombe atomique. Anti-bombe atomique. La créativité, pas mal. Voilà quoi. C'est le cycle Pissenlove. Cycle Pissenlove. Une balle de tennis. Une balle de tennis? Mercedes. Voilà. Comment, en tout cas, à travers simplement en fait un rond avec trois traits et un point au milieu, on a notre cerveau, il veut mettre du sens et il va projeter des choses. En réalité, si on enlève tout ça, ça processe du coup inconsciemment.
Et en fait, c'est un défaut de fabrication, parce qu'à force de faire ça, en fait, on s'empêche d'être dans la réalité présente, puisqu'on vient toujours rajouter des étiquettes, on juge, on met des trucs. Donc ça nous coupe en fait de la vie. En vrai. Bon, c'était juste une petite aparté. Donc ce n'est pas un Peace and Love, ce n'est pas un Mercedes, ou ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est simplement en tout cas un rond avec 3 espaces. En fait, je me suis rendu compte un peu sur le tard qu'il y a un outil de PNL qui s'appelle l'index de computation, l'index de conscience, qu'on ne nous apprend pas à l'art, je ne sais pas compris pourquoi. Et pour moi, c'est la base un peu de mon modèle. En fait, même Aristote disait que l'individu, l'être humain, était constitué de 3 pôles, de 3 modes. Et après, William James a repris ça aussi bien plus tard. Donc il y a 3 pôles. Il y a un pôle cognitif, mental. Faut que je prenne des quoi, ce serait mot. Merde, c'était pas ça. Ah. On appelle ça les processus internes, ces techniques-là. Mais en gros, c'est la pensée, c'est le cognitif, la tête. On a le cœur qui gère les émotions, on appelle ça techniquement les états internes. En gros, un cœur. Ouais, je dessine un cerveau, ça serait bien. Je sais pas trop comment on fait ça, mais... Ouais, on dirait que c'est un cerveau. Je prendrai des cours, hein. J'ai encore à bosser. Hein. Soyez humbles. Donc voilà, il y a la partie cœur, les émotions, ce qu'on ressent dedans. Et puis, il y a la partie qu'on appelle le comportement extérieur, c'est-à-dire la partie en fait, moteur, acteur, l'action, agir. On peut dire ça, agir. Et il semblerait que pour être heureux, complet, il faut prendre en compte ces 3 dimensions. Et donc la PNL, la programmation neurolinguistique, utilise ce modèle-là, et elle nous dit notamment que, en fait, comme la base de la PNL est aussi influencée par tout ce qui est modèle systémique, l'arrivée à Palo Alto de l'informatique, etc., et elle nous dit qu'en fait, il y a des interactions. Tu te demandes à quelle couleur j'ai pu utiliser le modèle bleu, du coup. Des interactions entre les 3 pôles, entre les 3 modes. C'est-à-dire que, automatiquement, quand je bouge un élément, les 2 autres sont bougés. Et ça devient intéressant. Je vais vous donner un exemple concret pour que ce soit un peu plus clair. Imaginez, mise en scène, mise en situation, vous êtes père ou mère, vous êtes dans votre cuisine le matin, vous avez 3 gamins. Il y a petit Pierre, 5 ans, il débarque dans la cuisine. Il est là avec son petit t-shirt, la pyjama, il arrive tout bougon et il fait « Ah, j'ai faim !» Et là, vous savez que son pull qu'il adore, qui le réchauffe, le pull Spider-Man, il est resté par terre à côté de la télévision, voilà. Il l'a oublié. Donc du coup, vous avez conscience de ça et vous dites « Ah, petit Pierre, il est où ton pull Spider-Man que t'aimes bien ? Qui te réchauffe ? Je sais pas. Ah, tu sais, moi j'ai repéré qu'il était... Elle lui dit la direction, et là, petit Pierre, on me donne la direction, et là, petit Pierre, il court, smile, il va chercher son pull, il le met, il a chaud. Parce que son besoin, il était où ? Il a dit qu'il avait froid, il a un pull, il a chaud. L'état intérieur. C'était son état interne. Donc du coup, derrière un truc aussi basique que dire j'ai froid, quand j'arrive dans une salle, je suis en train de dire j'ai un besoin qui est qu'on prenne en compte mes états internes. On parle techniquement de kinesthésique, donc c'est qu'est-ce que je ressens. Et que si on est attentif à ça, c'est une manière de synchroniser par exemple avec la personne et de prendre en compte ses besoins, et on peut du coup à partir de là faire pas mal de choses. Après on a Marie-Sophie qui débarque, 9 ans, Marie-Sophie elle arrive dans la cuisine et elle nous dit oui donc je pense donc je sais que je pense, je sais que je pense que je pense, et là vous faites ouais bon c'est bon Marie-Sophie, on va aller t'acheter un livre de philosophie parce que ça te fera du bien je crois. Donc là Marie-Sophie est contente parce que du coup elle va pouvoir alimenter son besoin de penser. Cognitif. La philosophie, le je sais, je pense, machin,
c'est le cerveau, d'accord? Et puis on a Antoine, 13 ans, qui débarque dans la cuisine, il trace, il prend le truc de céréales qui traînait, il plonge la main dedans, il s'empile dedans, il ouvre le frigo, il prend le lait, il repousse avec son cou pour fermer le truc de lait, il arrive, il trouve le machin, et après il est déjà reparti, et vous faites, vous avez fait la tornade, vous faites, Antoine, j'ai repéré qu'il y avait un truc d'acrobranche qui a ouvert, ça te dirait d'y aller ce week-end? Et là, acrobranche, action, faire des choses, son besoin d'agir, vous répondez à son besoin, en tout cas vous proposez quelque chose dans ce sens-là, parce que vous parlez de son langage, et donc du coup, ouais, carrément, et donc vous lui captez son attention et vous pouvez créer du lien avec lui. Donc tout ça, c'est des exemples simplement pour vous dire comment dans la vie quotidienne, on peut, à travers juste une petite réflexion, mais aussi le corps parle, qui nous dit des choses, on peut repérer d'un point de vue, bien sûr, de la calibration de l'observation du langage non verbal, des éléments, et que, en prenant en compte ça, on peut donc déjà simplement améliorer sa communication avec les autres. Et aussi, bien sûr, sa communication avec soi-même. Commençons par nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Par exemple, si on reprend quand je vous ai raconté l'histoire de la dépression, qu'est-ce qui se passe? Comportement extérieur, je me mets dans mon lit. Il fait noir. Je ressasse des pensées désagréables. Qu'est-ce que je crée? Je crée un état de merde. Et que du coup, je sais pas, on pourrait prendre les exemples de... je sais pas si parmi vous, il y en a qui font du sport, qui ont de la difficulté à se remettre au sport quand ils ont arrêté pendant une période, que ce soit à courir ou je sais pas quoi, aller à la piscine ou je sais pas quoi. Il y en a peut-être parmi vous. Dit-il de la tête. Et pour ceux peut-être qui ont remarqué déjà un peu ce qui se passe, quand on a arrêté et qu'on a envie de s'y remettre, en général, ce qui se passe, le plus simple à faire, c'est de s'habiller en tenue. Et une fois qu'on est en tenue, on se dit, ça serait quand même con de me redéshabiller pour faire un truc, pour pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et une fois qu'on est en fait habillé, qu'est-ce qui se passe? On va faire la piscine, à la piscine, c'est pas pareil, parce qu'on va pas directement, a priori. Mais vous avez compris l'idée, parce que pour ceux qui courent, s'il y a pas du moment où j'ai mon jogging et les baskets, là, je sors, quoi. Donc testez si vous avez, en tout cas... Et donc comment, finalement, à partir du moment où je me mets déjà dans le comportement de faire, et je me projette aussi, et quelque part, je suis déjà dans la motivation pour passer, pour aller plus loin avec ça. Voilà, donc ce modèle-là, moi je le trouve très chouette parce qu'il est simple. Et on peut donc décrypter pas mal de choses, on peut jouer avec tout ça. Et ce que la PNL ne dit pas, en tout cas, on ne l'a pas appris et puis on ne l'a pas donné comme ça. Mais ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien dire que tout ça, c'est vrai dans un cadre. Et ce cadre-là, en réalité, c'est le contexte. Parce que vous n'avez pas le même comportement suivant le contexte. Si vous retrouvez, je sais pas moi, vous sentez qu'il y a de la colère en vous, vous sentez le besoin de crier ou faire des trucs un peu bizarres, si vous allez au parvis de la Défense et que vous faites ça, à crier comme un fou puis à vous agiter partout, il y a des chances que des gens l'observent et que vous finissez, je sais pas où, mais il y a un truc qui va pas être très sympa. Par contre, si vous allez en forêt, bien perdu, et vous mettez à crier dans les bois ou à faire ce que vous voulez, c'est un contexte qui est adapté, donc c'est ok, quoi. Par exemple. Donc ceci présuppose que si vous avez de la colère, vous pouvez aussi trouver des endroits dans lesquels la colère, des espaces dans lesquels vous pouvez exprimer la colère de manière adaptée. Souvent la colère, on la garde, par exemple. Le contexte. Et pour aller bien plus loin, je ne vais pas dire, bien sûr, au milieu du camembert, on pourrait dire que c'est la partie inconsciente, la partie plus profonde. Et puis bien sûr, on pourrait faire un deuxième camembert dans lequel il y a l'interaction entre l'autre et moi. Puis on pourrait aller bien plus loin et faire plein de trucs, mais c'est pas le propos ici, donc je vais m'arrêter là. Par contre, moi, du coup, en réalisant ce modèle-là, en comprenant ce modèle-là, j'ai réalisé que, inconsciemment, j'avais créé des outils qui s'adaptaient dans les cases, en fait. Et que du coup, il y a en gros 4 blocs, même s'il y en a un, du coup, à force de parler avec Michel Rollion, du coup, on se pose des questions et on avance et on n'est pas tout à fait d'accord, donc c'est stimulant. Et... Bref, donc du coup, tout ça évolue, je suis un peu un chercheur, mais bon, là où j'en suis aujourd'hui, ici, il y a un outil qui s'appelle la calibration hypnotique. Calibration, c'est un mot technique en fait qui veut dire observer. C'est observer le non-verbal, le paraverbal.
Parce que du coup, quand j'observe le comportement extérieur, c'est-à-dire le corps, l'action, qu'est-ce qui se passe? Je calibre des éléments non-verbal et je peux jouer avec ça. Et hypnotique, parce qu'en fait, quand on sait observer le corps, on se rend compte que le corps, j'y reviendrai, mais le corps, il a une connaissance qui est juste incroyable. Nous, on cherche les réponses ici, mais on n'a rien compris. Pensez à une affiche de film. Sur cette affiche de film, il y a deux choses, deux parties. Il y a vous, sur cette affiche de film. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre tête, ce que vous voulez. Vous mettez votre âge. Vous mettez entre les deux, mettez versus, VS, la vie. Des millions, des centaines de millions, des milliards d'années. Sérieusement, qui sommes-nous, avec notre petite existence d'être social, pour empêcher la vie de circuler en nous-mêmes? C'est du délire. Notre corps, notre mental, il a appris depuis que vous êtes né, il a appris les conditionnements sociétaux, faire plaisir à papa, maman, la société dans laquelle vous êtes construite, ta. Mais qu'est-ce que nous sommes, nous, pour empêcher la vie de circuler alors qu'elle a des millions? Si on prend le cerveau reptilien, juste le cerveau reptilien, il est estimé à 300 millions d'années. Qui suis-je, moi, Jérôme, 35 ans, avec tout le patrimoine génétique, l'information qui est des mémoires des minéraux, des végétaux, des animaux, de tout ce qui existe, qui est présent quelque part, de mes ancêtres, de mes parents, de mes parents des parents, etc. Si on va très très vite sur les puissances de 2, vous prenez, si on prend juste les 3 générations sur 100 ans, sur un siècle, juste en 5 siècles, vous avez un chiffre de plus de 32 000. Ça veut dire que vous avez plus de 32 000 de vos ancêtres. Et on arrive à des chiffres extrêmement incroyables et grands. Ce qui veut dire que dans vos cellules, dans votre corps, vous trimballez tout ça. Et à la base, la vie, a priori, c'est des petites cellules dans l'eau. Cette information est disponible en vous. Et nous, on cherche des réponses là, avec une connaissance qu'on a appris il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est du délire, on est complètement à la ramasse. Non? Sérieusement. Non, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi oui, mais si vous êtes d'accord, si vous êtes... Enfin bref, les comptes. C'est fou quand même, non? Donc, remettons les choses où il y a... Il faut voir les choses avec des bonnes lunettes, sinon complètement disproportionné, on ne se rend pas compte. Donc je pense que voilà, justement, c'est expliquer les choses de manière simple et avoir des bons angles de vue pour permettre de se rendre compte de la teneur des choses, quoi. Et à partir de là, quand on explique, là je prends la situation de cabinet, mais quand on travaille en cabinet et qu'on donne un peu la valeur des choses et qu'on range, on fait de la pédagogie, quoi, à un moment donné, parce que personne nous a appris à gérer les émotions, à savoir comment fonctionner, à un moment donné, les choses elles deviennent simples. Et donc quand on explique ça, on peut facilement aussi aller repérer, explorer et vérifier, parce qu'on fait ce que j'appelle ça des métacadres. Je viendrai un petit peu après, je vais en faire métacadre. Un métacadre, c'est quoi? C'est un cadre, c'est bien sécurisé. Et un métacadre, c'est comment je change le paradigme. C'est-à-dire la personne qui vient consulter avec son problème, elle est enfermée dans son problème, elle en a marre, machin, et qu'en lui expliquant les choses d'une manière simple, elle sort de son problème en se disant « Putain, j'avais rien compris, en fait c'est l'inverse de ce que je croyais ». Et là, du coup, tout s'ouvre. Et du coup, vous travaillez après, vachement plus tard, parce qu'on a désamorcé tout un tas de résistances. Dans la plupart des cas, il y a toujours des exceptions. C'est ça l'idée. Donc la calibration hypnotique, là quand je vous parle de métacadre, etc., c'est la partie linguistique. On pourrait croire que c'est plutôt de la pensée cognitive, c'est vrai qu'il y a une partie là-dedans, et avec Michel Rollion, du coup, on discute pas mal, et on se dit, il y a cette notion de, on ne sait pas trop si le langage, on le met ici, on le met ici. Donc ça, c'est des trucs techniques, ce ne serait pas très important. L'important, c'est de savoir qu'il y a une dimension linguistique. Je n'ai pas de nom encore top. Calibration, je suis petit, je suis content. Langage, je ne sais pas trop comment trouver un nom. Et puis il y a une partie, forcément avec les états émotionnels, et les états internes. Ça, il y a un nom qui s'appelle du coup la micro-introspection. Merci Cyril Champagne, qui a trouvé ce nom-là. C'est pas moi qui a trouvé, mais j'ai trouvé ça bien, il a composé ça. Micro-introspection. Qui en réalité, pour moi, elle est un petit peu dans les deux en fait. Mais ça, c'est technique, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est à un moment donné d'arrêter d'aller chercher des solutions à l'extérieur et puis de plonger dedans. Et là, on a des trucs assez chouettes. Comme je vous racontais, par exemple, accéder au microcosme. L'autre jour, j'ai une personne qui a atteint d'un cancer assez lourd.
c'était la deuxième séance, elle a fait plein mal de choses. Elle est thérapeute aussi, elle a fait pas mal de choses, puis elle a des gros traitements, donc la nuit elle a des montées de chaleur, enfin c'est assez compliqué. Et elle me disait, du coup en séance, elle me disait, voilà, je trimballe aussi le poids qui m'appartient pas, quoi, d'avant, quoi, de papa, maman ou au-dessus, quoi, dans transgénérationnel. Et donc je lui demande, pareil, je lui demande, ok, vous ressentez ça où? Elle me dit, je crois que c'était la poitrine, etc. Quelle forme ça prend? Et très rapidement, on arrive à quoi? On arrive à la forme de cendre. Ok, ça vous évoque quoi, les cendres? C'était une urne, hein. C'était une urne de quelqu'un qui s'était fait incinérer, d'accord? À votre avis, comment on pourrait rendre hommage à cette personne qui, ça se trouvait morte, mais qu'on n'a pas, justement, pas cette mémoire qui a été donnée, donc l'information ne peut pas circuler, il y a un truc qui est dans la généalogie qui passe pas, ça circule plus. Et du coup elle m'a dit, j'aimerais les déposer dans le gorge, et tout qui lui est venu, elle a déposé ça dans le gorge, et je peux vous dire que ça vibrait dans la pièce, j'ai des frissons encore en parlant, c'était magnifique. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire grand chose en fait, hein. Tout est là quoi, la mémoire elle est là, simplement il s'agit de la repérer pour pouvoir y accéder, et on y va. Et ça donne une dimension super. Donc là je suis en train de faire finalement, sans me rendre compte, donc il y a une dimension micro-introspection, c'est je rentre à l'intérieur, la calibration hypnotique c'est la dimension extérieure, qu'est-ce que j'observe à travers les mouvements du corps. Le langage, c'est qu'est-ce qui génère finalement la capacité aussi de pouvoir communiquer avec l'autre, parce que si je n'utilise pas le langage, c'est un peu compliqué de communiquer avec les autres. Hein. Et la dernière dimension, c'est la notion de lien, le lien relationnel. Les liens relationnels, comment je peux être en relation avec moi, comment je suis en relation avec... après ça dépend, du coup, il y a des liens qui sont à différents niveaux, j'ai pas le même rapport entre ma compagne et qu'avec des amis, suivant la proximité des amis, au travail collègue, avec les personnes dans, je sais pas, la caissière du supermarché, la boulangère, etc. Donc il y a la dimension relationnelle entre êtres, mais la dimension relationnelle, comment je me relie par exemple, je sais pas moi, au soleil, comment je me relie à la terre, comment je me relie à ses énergies, comment je me relie à un arbre, ça existe, c'est là aussi. C'est une autre forme d'énergie, c'est une autre forme d'intelligence, mais c'est vivant. Et donc si c'est vivant, j'ai des mémoires de ça, j'ai des connexions aussi vivantes, et comment je me relie du coup dans cette dimension spirituelle qui me relie à un plus grand tout. Et quand je me relie à un plus grand tout, en fait je me sens vachement mieux. Comment je peux me sentir seul si je suis relié à différentes dimensions de moi? Je peux pas me sentir seul, je suis vachement bien accompagné en réalité. Et on est tous ensemble quelque part. Donc ça c'est un peu plus technique du coup, mais en gros voilà, c'est les 4 sphères, c'est les 4 dimensions de la relation d'être. Ça joue sur ces 4 éléments-là. Et du coup là dans cette conférence, peut-être que je vais développer un peu plus cette dimension du langage pour vous faire passer quelques idées qui me semblent importantes. Déjà, juste avant ça, je pense que si je devais utiliser 2 arcs... moi je me considère, avant d'être praticien ou thérapeute ou je sais pas quoi, je me considère plus comme pédagogue. Et ma mission, c'est plutôt de transmettre. C'est comme ça que je perçois les choses. Parce que d'ailleurs, pour moi, on manque cruellement, on n'a pas d'éducation, on n'a pas reçu d'éducation sur comment on fonctionne, sur les émotions, etc. Donc il y a un manque cruel et qu'on est tous impactés par ça. Donc si moi, en tant que spécialiste de l'accompagnement, je ne fais pas de la pédagogie, qui va le faire? Je pense que c'est notre rôle, quoi. Comme moi, ça me tient à cœur et c'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, je ne sais pas si récemment j'ai repensé, je ne sais pas si vous connaissez Sandra Roubato, je ne me souviens plus. C'est une jeune femme qui a écrit un super texte très court, une lettre à un ado, dans laquelle en fait quand on est adolescent, on n'a aucune pédagogie pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre métier plus tard, et donc on cherche bêtement un métier. Quel métier je vais faire, machin. Et donc elle pose un autre questionnement qui est très, très chouette, je trouve, c'est trouver le verbe d'action qui représente ce qui vous anime. Animer, étymologiquement parlant, ça veut dire donner vie. Donc quel verbe d'action vous donne vie, quoi. Et si vous trouvez un métier qui vous permet de réveiller la vie qui est en vous, il y a des chances que vous vivez mieux votre vie, parce que si vous passez 7 ou 8 heures par jour dans votre travail, à un moment donné, c'est important d'avoir un métier qui vous anime.
Sinon, les chances que ça soit pas top quand même. Non? Oui, non, peut-être. Comme votre cas. Bah oui, Voilà, c'est l'idée. je dors pas. Merci madame. Votre prénom c'est Eliane. Eliane, merci beaucoup Eliane. Et voilà, dans la dimension du pédagogue pour moi elle est vraiment importante. Et pédagogue à la base, en Antiquité, c'était les esclaves qui amenaient les enfants à l'école, qui amenaient au savoir, à la connaissance. Et pour moi, en fait, il y a la figure justement de l'archétype de cet enfant que j'ai réveillé grâce à l'hypnose, que j'avais oublié, donc l'enfant joyeux, l'enfant clown. Et je pense qu'il est de plus en plus là justement dans mes séances d'accompagnement. Et pouvoir rire avec des gens qui viennent qui ont des problèmes, c'est bon pour moi, aussi pour ma thérapie personnelle, et c'est bien sûr bon pour eux. Et c'est vraiment important qu'on puisse amener de la légèreté et du rire. Donc il y a cette dimension de l'enfant clown, et puis je crois qu'il y a la dimension du pédagogue, mais peut-être juste plus la deuxième part, c'est plutôt cette part de grand-père ou de grand-mère, suivant après le sexe de chacun, mais un peu cette figure de l'ancêtre qui sait, mais qui sait avec humilité, et qui est là. Il y a une sorte de bienveillance, une sagesse, il y a une douceur, c'est lent, c'est posé, alors que l'enfant il bouge partout, machin, et la vie, et comment un peu il y a ces deux contrastes de l'ancien, du nouveau, avec deux énergies différentes, et finalement moi je suis à la rencontre des deux, qui viennent équilibrer justement ces deux énergies. C'est un peu comme ça que je définis mon métier et ma posture. Ma posture, pas ma posture. Ma posture, il faut que je prenne des cours de diction un petit peu, théâtre, 1, 2, micro. On avait fait le test micro? Non, c'est bon. C'est bon. Bon, ça fait un moment que je suis trop sérieux, il faut que je déconne un peu plus, là, c'est plus possible. Donc, reprenons nos moutons. Alors justement, à un moment donné, ça va pas être très rigolo. Peut-être pas très rigolo, en tout cas, c'est important. J'aimerais vous expliquer quelque chose qui me semble fondamental et qui va se ranger dans cette partie linguistique et qui vient remettre du sens pour expliquer justement comment on fonctionne. Donc, ça va plus du tout. Juste un petit peu. Voilà, petite pause. Donc, tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait que je vous ai énuméré pas mal de possibilités de cas de fuite à travers la cigarette, à travers le cannabis, l'alcool, la fuite dans quelque chose à outrance comme le sport ou comme le travail, etc., etc. Donc on a tous une tendance à fuir. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, mais face à une peur, on a 3 réactions primaires qui sont ou bien l'attaque, ou bien la fuite, ou bien la paralysie. La fuite, elle est quand même assez majoritairement présente. Et donc on fait ça tout le temps sans s'en rendre compte. Je veux dire, si on prend le cas d'un fumeur, souvent sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, parfois consciemment, mais souvent inconsciemment, il y a un déclencheur intérieur qui fait une sensation pas très agréable. J'en ai conscience ou j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens le déclencheur. Ah tiens, si je prenais une clope. Je prends la clope. Illusion du contrôle, c'est moi qui choisis de prendre la cigarette, c'est moi qui l'allume, c'est moi qui... c'est moi qui la fume. Illusion du contrôle, et qu'est-ce qui se passe? Je mets un nuage de fumée, je mets plein de produits toxiques qui viennent anesthésier mes récepteurs et tout ça pour endormir la sensation émotionnelle. Et comme ça, c'est une solution à court terme. Dès qu'il y a un nouveau déclencheur ou quelque chose qui me fait penser, ça revient et ça dure. Ça fait plusieurs fois par jour, et puis comme derrière la nicotine et tout ça, c'est une habitude, donc des semaines, des mois, des années, voire des dizaines d'années, etc. Et tout ça pour un truc
je veux dire, si on commence à analyser, à repérer le système, on se dit, mais c'est du délire, quoi. C'est un rat qui tourne dans une cage, quoi. C'est hallucinant. Je suis un ancien fumeur, donc j'ai rien contre les fumeurs, hein, j'aime, d'accord. Ne prenez pas mal pour ceux qui fument encore. J'ai pris cet exemple-là, je pourrais en prendre, ça marche avec tout, hein, à différents niveaux. Donc c'est juste de comprendre le mécanisme qui se joue derrière. Il y a plusieurs trucs que je vais vous partager, donc je me prends juste le temps de voir dans quelle séquence je vous les transmets. En fait, ouais, je suis passé par là. Je vais effacer ça. Si on prend les travaux de, je crois que c'est Paul MacLean, il nous parle du cerveau triunique. Le cerveau triunique, aujourd'hui, la théorie est un peu remise en question, mais il y a une partie qui n'est pas remise en question, c'est cette notion de trois cerveaux qui, au fil de l'évolution, sont venus. On a un cerveau reptilien, donc ça, on dira bêta. Comment on peut faire un reptile? On va dire que c'est un reptile. Ça, 300 millions d'années. Notre cerveau reptilien. Après, on a un cerveau limbique. Je vous explique après, je fais d'abord un truc. Moins 165 millions. Moins 3,6 ou 9, je ne sais plus, c'est pas très important, on va être 3,6, je crois que c'est 9. 3,9, on va pas chipoter. Je vais écrire. Tibia, limbique et néocortex. Donc ça, on a tous ça. Enfin, pas exactement si mal dessiné, mais on a tous en nous trois cerveaux. Le plus ancien, c'est le reptilien. Moi je le place pour mieux comprendre, c'est métaphorique, c'est pour un raccourci pédagogique, dans le ventre. Parce que ça, on dit la peur au ventre, et en fait la partie animale, elle gère l'instinct de survie, donc elle gère le mécanisme de protection. Le cerveau limbique, il gère tout ce qui est émotionnel. En gros, c'est le petit garçon, la petite fille en vous qui a 4-5 ans, qui gère les émotions, et qui gère tout ce qui est aussi plaisir, déplaisir, frustration, punition. Et c'est le cerveau qui nous met en lien, c'est le cerveau sociétal, comment on est en relation avec les autres. Et the last one, le plus récent, 3,9 millions d'années, le néocortex, le frontal, qui gère, en gros, gestion du langage, la symbolique, la projection dans l'avenir, tout ça. C'est-à-dire que en nous, donc en gros c'est vous adultes aujourd'hui, pour faire simple. Donc vous adultes d'aujourd'hui, petit garçon, petite fille, 4-5 ans à l'intérieur, et la partie animale. Tout ça cohabite ensemble. C'est une métaphore, hein, d'accord. Quand il y a un truc qui s'active chez vous, je sais pas, ouais, quelqu'un qui fait un truc, vous aimez pas, je sais pas quoi, il y a une réaction émotionnelle à l'intérieur qui s'active. S'il y a une dimension qui s'active, c'est qu'il y a le SAI qui se déclenche. Le SAI, c'est quoi? On va pas faire un chiffre des lettres. C'est système d'alarme intérieur. Donc quand il se passe un truc, souvent un déclencheur extérieur, on est très dans le comportemental, il y a un stimulus extérieur, une réponse intérieure. Stimulus-réponse.
Ok. Par exemple, je bois un café, je fume une clope. C'est associé, il y a des liens d'association. Donc système d'alarme intérieur. Donc il y a un truc extérieur qui fait que hop, ça réveille quelque chose d'émotionnel. Ça pourrait être, par exemple là, au niveau dynamique, ça peut être le petit garçon ou la petite fille, en fait, qui appelle. Ou ça pourrait être le côté animal. Il y a un danger, animal en nous qui nous appelle. Qu'est-ce qui se passe quand nous, on ressent un inconfort? On se parle dans notre tête, on fait « Ah, fais chier, non, j'en ai marre, on se place en termes de victime. Et on se parle mal, on se parle comme une merde. En fait, c'est à nous qu'on parle. C'est à nous qu'on parle, sauf que la partie de nous adultes qui dit « Ah, mais fais chier, j'en ai marre, etc. » il est en train de dire cette énergie de colère et de se parler mal à l'enfant et à la partie animale qui nous protège d'instinct de survie, et il lui envoie ce message-là. Donc, comment voulez-vous qu'à l'intérieur d'une même personne, quand vous engueulez la partie enfantine ou la partie animale qui essaye de vous protéger ou de bien faire, ça ne crée pas un bordel monstre à l'intérieur. Ça crée une injustice. Si vous voyez un enfant qui va mal, qui pleure, qui est tout seul, vous ne faites pas style « Oh, tu fais chier, machin, etc. » Si vous faites ça, mais c'est horrible. Ne faites pas ça, rassurez-moi. Taux de réaction, s'il vous plaît? Parce que j'ai peur. Si, je sais que vous plaisantez. Donc vous faites pas ça. C'est ce que vous faites à l'intérieur de vous sans vous en rendre compte. Vous alimentez le problème en créant de la distance et en renforçant une inégalité avec votre partie enfantine à l'intérieur de vous ou la partie animale qui vous protège des dangers extérieurs. C'est du délire. On se maltraite sans s'en rendre compte. C'est n'importe quoi. Donc quand on comprend ça, quand on a notre système d'alarme intérieur qui se déclenche, déjà, on fait pause, puis on arrête de s'engueuler. Et d'engueuler, du coup, l'enfant et l'animal, qui nous veulent du bien. D'autant plus que la partie qui gère le langage, elle est ici. Donc si vous parlez avec des mots et des concepts, ici, ils ne peuvent pas comprendre. L'enfant et l'animal, vous lui parlez, il ne comprend pas. L'enfant un petit peu, suivant les concepts s'ils sont ça. Mais lui, l'animal, vous lui parlez de philosophie, il s'en bat les steaks, il comprend que dalle. Donc du coup, si vous cherchez des réponses avec votre tête, vous ne pouvez pas. Si vous ne parlez pas au même cerveau, ils ne peuvent pas comprendre. Les gens, ils viennent nous voir en cabinet. Oui, je comprends pas, je sais le problème, ça marche pas. Oui, c'est normal, vous êtes resté à ce niveau-là, vous êtes encore à l'adulte. Il faut descendre dans les couches. C'est avant le problème qui s'est activé. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et ça, du coup, on peut aller super vite. Hier, j'ai une jeune femme qui a pas mal de dépression, etc. Et qui a une partie, des fois même un peu de dépersonnalisation, et qui, en gros, on était sur la gestion du temps. Et en fait, donc, la gestion du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est, voilà, à la base, elle me dit, voilà, elle a du stress, tatati tatata, c'est en lien avec la gestion du temps parce que elle avait rendez-vous chez le médecin, donc c'était avant-hier, et le fait d'imaginer qu'elle avait 5 minutes de retard, angoisse. 5 minutes de retard chez le médecin. Le médecin, vous connaissez un médecin qui prend quelqu'un à l'heure? Faut toujours répondre, hein, peut-être juste de la tête. Non. Bon, il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Mais pour elle, c'était alerte, alerte. Donc du coup, moi je recommence à repérer les éléments, pose des questions, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est dans le corps que ça se passe, hein, puisque la connaissance que vous travaillez depuis des milliards d'années, là, la vie, elle n'est pas là dans votre tête, elle est dans votre corps. Donc l'information, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans votre corps. Donc si vous n'allez pas chercher dans le corps, vous n'avez rien. Vous retournez dans le corps. Donc, elle me dit quoi? Elle me dit qu'en gros, au niveau du plexus solaire, elle se vide. Elle sent quelque chose qui se barre. Et avant ça, elle m'avait dit qu'il y avait une sorte de nuage qui traînait au-dessus de la tête. Et donc l'équation du truc, c'est quoi? C'est quand il ne faut pas être en retard. Ok, vous avez appris ça, ou c'est qui dit qu'il ne faut pas être en retard? Enfin, en gros, je cadre un peu mieux. Quand vous étiez petite fille, dans le contexte de petite fille, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en retard? Ah maman, ça va pas du tout. D'accord. Ok, donc du coup je cible, je leur ai pas posé ma question, je la pose simplement. Une fois qu'on connaît les mécanismes, on va vite, hein, faut pas oublier. Du coup, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, si maman elle se part, quand j'imagine maman qui part, je me sens, je me vide. Ok, mettez-vous en caméra extérieure. Quand vous regardez en caméra extérieure, qu'est-ce que vous apprenez comme information? C'est une petite fille de 2-3 ans, c'est moi de 3 ans. Ah ok, bon, c'est bon, on va travailler. On va aller plus loin, on a toutes les informations pour aller amener la ressource là où il y a besoin.
Donc poum poum poum, ça va vite en fait. Ça peut juste identifier là où il y a besoin, là où il y a les manques, et c'est une sorte de ping-pong, et c'est un peu cette notion d'exploration. Ok, j'ai repéré du blanc, tac tac, le chemin, le système, comment il fonctionne, tac tac tac, je pose mes questions, j'ai mes hypothèses, et à un moment donné, hop, tiens, j'ai tout le blanc, pouf, c'est bon. Et s'il n'y a pas tout le blanc, bah, je vais poser d'autres questions pour aller un peu plus loin dans le schéma, parce que des fois, bah, il y a des interrelations avec différentes problématiques, et que du coup, bah, j'ai résolu une problématique, mais il y a encore d'autres interrelations qu'il faut prendre en compte afin qu'à un moment donné, le système soit totalement pris en compte, et c'est bon. Ok ? Donc, mon système d'alarme intérieur. Mon système d'alarme intérieur, il s'active parce que j'ai des parties plus archaïques à moi qui n'ont pas fait la mise à jour. Donc, c'est comme si vous étiez resté bloqué à, je sais pas moi, à MS-DOS. Vous connaissez tous MS-DOS, là, l'écran noir avec des trucs blancs, là, des lignes de code, là, machin? Ce sont pas des couteaux rivières en termes d'interface. Bah, vous avez des parties de vous qui sont archaïques, qui fonctionnent encore avec ça. Donc, si vous n'allez pas les voir, bah, il y a des trucs en vous, vous êtes piloté, ça va retourner là-bas automatiquement. Donc, il y a une mise à jour, pour la métaphore informatique, à faire, sinon, bah, bon, ça marche pas. Système d'alarme intérieur. Donc quand ça s'active le système d'alarme intérieur, il s'agit de se poser la question, qu'est-ce qui déclenche ça? Et où est-ce que ça le déclenche? À quoi ça sert un système d'alarme? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une voiture avec un système d'alarme, ou s'il y a des gens qui ont une maison ou un appartement avec un système d'alarme, mais je pense que tout le monde sait à quoi ça sert. C'est quoi la fonction d'une alarme? Protéger. Ça c'est un raccourci, mais on veut dire oui, clairement, ça sert à protéger, si la notion de protection. Dans la vie, on ne fait rien si on n'a pas de protection. Hein. Si j'ai aucune protection, qu'est-ce qui se passe? Ben, par exemple, c'est cas de phobie sociale, je reste enfermé chez moi parce que j'ai tellement peur de l'extérieur. La protection, c'est juste fondamental. Donc, mon système d'alarme, il se déclenche. Maintenant, quand l'alarme se déclenche, vous avez marre. Ah, eh oui, à un moment donné, si le système d'alarme il se déclenche, c'est parce qu'à un moment donné, il transmet quelque chose. Le système d'alarme intérieur, il transmet un signal parce qu'il sait à l'intérieur qu'il y a un truc qui déconne et qui demande d'attirer la lumière de la conscience pour faire une action et prendre les choses en main. Parce que si vous laissez votre alarme qui tombe tout le temps, vous allez dire un truc qui ne va pas le faire. Et je vous rappelle que ce n'est pas un système d'alarme extérieur comme on a dans une maison ou un truc de voiture, ça se passe dans votre corps et ça vous concerne vous, avant tout, quand même. D'accord? Vous captez? Donc je vous avais le choix. Quand le système d'alarme intérieur il transmet une information, vous pouvez débrancher l'alarme, temporairement, mais est-ce que c'est la solution? Hein? Ah oui, il y a un bouton on off pas, je vais mettre sur off. Oui, c'est ça. Bah, quand vous commencez à jouer au con, excusez-moi l'expression, avec l'enfant ou avec l'animal, je peux vous dire qu'il va vous faire sentir assez rapidement. Parce que quand vous jouez, moi à 35 ans, quand je joue contre l'expérience de vie qui a des milliards d'années, si je joue au con, je peux vous dire que je vais le prendre en retour, le bâton. Que ce soit par une maladie, que ce soit par je sais pas quoi, mais à un moment donné où l'humilité et l'honnêteté, je pense qu'il est important de la reconnaître, parce que quand on joue, on se bat contre notre système intérieur qui veut nous faire vivre et évoluer, on risque de s'en prendre des grosses. C'est pas papa-maman, hein, c'est pire. Ok, donc le système intérieur, il transmet de l'information parce qu'il sait, et il appelle justement une partie qui vit dans la réalité, et de mettre tout ça dans un ensemble, en fait, parce qu'on est complexe, en fait, on est des êtres multidimensionnels, et que si on ne prend pas en compte les différentes parties de nous-mêmes, à un moment donné, ça crée des défaillances. Et émotions, les émotions. Je dirais ici les émotions négatives. Je déteste cette expression-là, l'émotion négative, c'est une connerie fondamentale. C'est mettre une étiquette sur un truc, une émotion c'est une émotion, point. Elle n'est pas négative ou positive, c'est une émotion, elle a une raison d'être et c'est tout. L'émotion, c'est une émotion. L'émotion, ça vient du latin emovere, ça veut dire mettre en mouvement. Parce que quand vous avez un système d'alarme intérieur qui déclenche une émotion, c'est pour pouvoir vous mettre en mouvement parce qu'il y a un signal qui s'active pour vous faire passer à l'action afin de changer les choses dans votre contexte, dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Et que les émotions, elles ont, suivant les émotions, la tristesse n'envoie pas le même message que la colère, que la peur, etc. Maintenant, il y a des émotions effectivement qui sont plus sympathiques à vivre que d'autres.
La tristesse, la colère, la peur, par exemple, sont pas des plus rock'n'roll. A priori, un peu plus sympa, quoi. Maintenant, si vous êtes dans une situation où votre système d'alarme intérieur il se transmet, quand il y a tristesse, colère, peur, vous kiffez pas. Mais si, quand il y a un problème, il vous envoie de la joie vous kiffez. Mais si vous envoie de la joie alors qu'il y a un problème, ça va pas le faire, parce que comment vous voulez bouger les choses et prendre la bonne action en compte? Si vous envoie de la joie, c'est pas possible. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que votre système d'alarme et la connaissance intérieure, elle est câblée d'une manière que vous n'avez pas le choix d'avoir un signal désagréable pour vous faire bouger. Il n'y a pas le choix. Si vous envoyez de la joie, vous ne le feriez pas. Vous savez, ça créerait pire, renforcerait le problème parce que vous iriez vers quelque chose qui est malsain pour vous, qui n'est pas sain pour vous. Donc, quand votre système d'alarme intérieur vous transmet une information, je vous invite à le prendre en compte le plus rapidement possible, d'avoir un service client juste, énorme, afin de pouvoir prendre le signal le plus petit subtil possible, afin d'éviter d'avoir des trucs pas cool. Parce que plus vous attendez, plus le client de l'autre côté, il tape et il n'est pas content. On prend la même métaphore. Imaginez, donc il y a une partie de vous, celle qui aime bien contrôler l'adulte, là, qui aime pas être dérangé, Vous êtes chez vous tranquillement, là, dans votre appartement. Et puis, vient toquer à la porte, vous êtes tout seul chez vous, vient toquer à la porte, une petite émotion, et tristesse, qui vient taper à la porte. Là, vous faites, oh non, fais chier, pas encore elle, putain, elle est lourde, là, ça va, quoi. Du coup, style, regardez la télévision, mettez le son plus fort, etc. Donc là, bien sûr, hein, la tristesse qui tape à la porte, elle fait, oh, elle est hypocrite, elle sait que je suis là, puis elle m'ignore. On va voir. Donc, si elle est sympa, elle se barre quelques temps. Puis quand elle revient, elle tape. Peut-être qu'elle va taper un peu plus fort, parce qu'elle se dit, t'en fous de ma gueule quand même. Puis vous faites style, quoi. Des fois, vous êtes justement à l'appartement, machin, puis ouais, ça va un peu mieux, vous regardez par le Judas, puis, ah, la tristesse, ça s'est barré, c'est bon, je peux sortir, je peux faire mes trucs, Et puis voilà, vous êtes voir des amis, vous buvez un petit peu, je sais pas quoi, ça va, vous rentrez à la maison, et puis là, vous vous retrouvez tout seul, et puis vous êtes un peu bourré, donc vous endormez, puis le matin, vous vous réveillez, il n'y a plus l'effet de l'alcool, là, la tristesse qui va venir taper à la porte, la tête dans le cul, et le truc, c'est que il est probable que cette tristesse, elle tape à la porte depuis des mois, des années, des fois des dizaines d'années. Il y a des gens, ils ont des problèmes. Ça fait longtemps qu'il est très mal. Ça fait très longtemps. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui aurait la sympathie, la gentillesse de venir taper à la porte pour insister et que vous preniez en compte son message, même si son message est désagréable? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ferait ça? Je suis pas sûr. La partie qui tape à la porte, elle a un amour infini pour vous. C'est la vie, c'est le vivant qui est présent partout. Si vous refusez, la vie, elle va aller à l'inverse de la vie. C'est la non-vie. Et vous allez descendre. C'est con quand même. Parce qu'il y a de l'amour à recevoir en fait. Simplement, c'est inconfortable. Mais on ne nous a pas éduqués à comprendre qu'en fait, ce système-là, il sait et qu'il est là pour nous aider, il n'est pas là pour nous emmerder. Et si on apprenait ça, plus tôt, plus jeune, etc., si on avait des repères simples qui donnent... Je vous ai dit quoi, hein, la relation d'aide, c'est la notion de... c'est mettre du sens, accompagné de la sensorialité. Donc comment, en étant accompagné de la sensorialité, de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je vibre dans mon corps, et avec des grilles de lecture simples qui me permettent de comprendre, donc rassurer aussi mon cerveau cognitif, le plus récent, comment dans cet ensemble, finalement, je peux me relier à moi. Quand je suis relié à moi, forcément, ça améliore la relation avec les autres, etc. Voilà. Plein de choses qui se passaient, j'étais relié, la gorge est remontée, voilà, mon système il accompagne en fait, quand je suis connecté avec la personne que j'accompagne, j'ai plein d'informations qui me viennent aussi à moi quoi. Et si je suis dans l'être, j'ai pas besoin de faire en fait, donc j'ai pas besoin de technique. À un moment donné, c'est important d'être formé à des techniques, mais après il faut oublier la technique. Il faut être faut être là quoi. Une fois qu'on est là et qu'on a créé la relation avec l'autre, on doit, quoi, c'est tout, on peut oublier.
Ah, des fois c'est plus compliqué, des fois ça peut être compliqué, mais bon, vous avez compris quoi. Ça peut aussi être simple et léger quoi. Et puis ça permet, voilà, c'est elle qui. Moi je suis un gentil et bon feignant quoi. C'est elle qui bosse, moi je suis juste là, tout. Moi j'en fais mais je me porte, hein, parce qu'après bah, j'ai une vie en dehors du travail, donc il faut que je garde mon énergie pour faire les trucs qui me plaisent quand même. Même si j'aime aussi mon travail. Ok? Y a-t-il des questions spécifiques? Il nous reste. Rabat-joie. Non, au cas où. Non mais si vous avez des questions. Excuse-moi, je t'ai pas coupé, Jérôme, en fait. Non, tu m'as pas coupé parce que sinon je serais. Sinon, mal. d'accord. Tu m'as juste interrompu ça. Désolé. Il va pas t'excuser non plus, t'inquiète. Vas-y. Cette démonstration, bravo, très bien, mais est-ce qu'elle était là, elle peut le faire seule? Bah oui, c'est pour ça qu'elle m'a posé la question. Oui, justement, non, elle ne peut plus, je pense qu'elle savait déjà le faire, non? Ça n'a jamais marché aussi. Moi, je suis pas hypnothérapeute, moi je suis coach. Donc, et justement, même dans mes techniques de coaching, je suis encore trop là avec les personnes que j'accompagne. Et j'aimerais les accompagner à mieux descendre en eux, sachant que moi-même j'ai cette difficulté-là. J'ai mon chemin à faire avec moi pour pouvoir aussi. Ah oui, voilà, donc de toute façon, il faut du temps, mais je pense qu'on est capable, je pense qu'elle a les capacités. Bien évidemment, mais on a tous les capacités. Maintenant, c'est là, il faut savoir comment je fais. Et quand on, enfin, tout seul, c'est bien, mais faut quand même arriver à avoir le recul, le machin, le truc. Quand on est tout seul à l'intérieur, c'est. Bah, et puis à un moment donné, enfin, je pense que personne n'arrive à résoudre tout ça tout seul. À un moment donné, il faut être obligé d'avoir un regard extérieur, d'avoir d'autres connaissances. C'est une démarche toute seule. On peut faire des choses tout seul. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir la lucidité de reconnaître qu'on a besoin d'être aussi accompagné, d'être accompagné sur le long terme pour pouvoir vraiment explorer des parties profondes de nous qui sont là depuis longtemps et qu'il s'agit d'être pris en compte. Parce que si mes mécanismes de défense s'activent, c'est pas forcément évident moi-même de l'intérieur d'aller désactiver des trucs qui s'activent de l'intérieur. Hein. Alors que quelqu'un de l'extérieur, il les voit, il les perçoit. Moi, quand je suis avec elle, je vois tout ce qui se passe au non-verbal, je suis connecté au niveau émotionnel, je suis connecté au niveau de ce qui se passe. Donc c'est un ping-pong. Mais quand je suis tout seul, j'ai que l'émission, j'ai pas forcément la réception, et donc c'est compliqué quoi. C'est important d'avoir cette position méta. À la base, la PNL s'appelle, le premier nom de la PNL s'appelle méta. Donc c'est cette position, et on retrouve ça dans tout ce qui est dans l'Orient, enfin, le bouddhisme, etc. J'ai oublié juste de vous dire, la méthodologie que j'applique, ça s'appelle la méthodologie EST, ou la méthodologie EST, relation d'être. Parce qu'on est un peu à l'ouest, donc du coup la méthodologie est bah, à l'inverse, et parce qu'à l'est ça nous oriente. Et le E, il veut dire efficacité, le S il veut dire simplicité, et le T c'est transmissibilité, comment on peut transmettre les choses simplement. Donc ça c'est le modèle aussi, du coup, c'est un des modèles un des concepts que j'ai évoqué, mais je vous là, ça je fais évoquer. Et du coup ça me fait quand même penser, du coup, le samedi 9 mars, donc je donne une journée que j'ai appelée atelier sur mon site, mais en fait c'est construit comme une formation, donc en réalité c'est une formation, mais qui est accessible à tout le monde, donc pas simplement aux thérapeutes ou accompagnants, mais aussi à monsieur tout le monde, quoi. Et qui se base du coup sur un peu l'introduction par la pratique. C'est vraiment, voilà, il y a des démonstrations, il y a des exercices en pratique, il y a des débriefs d'une journée du coup sur les notions de... en fait, pour ceux qui font de l'hypnose, toute la base de l'hypnose se base sur le processus attentionnel. Là où on met notre attention, l'énergie, elle y va. En énergie, en anglais, on dit énergie... attention goes where energy flows. En gros, là où on met l'attention, l'énergie, elle coule, elle y va. Donc du coup, en fait, la plupart de nos problèmes sont liés à des problématiques d'attention, parce qu'on est surstimulé par les téléphones, les machins, les nouvelles, les trucs extérieurs, on est surstimulé. Donc, on a du mal à avoir de l'attention, et surtout à avoir de l'attention pour rentrer à l'intérieur, parce que un système d'alarme, il nous envoie des émotions pas très agréables, machin, stress, tout ça. Donc du coup, partant de cette base-là, et sachant que la présence à nous-mêmes, c'est ce qu'il y a de plus précieux, il y a aussi John Grinder, qui est un des co-créateurs de la PNL, qui dit qu'il y a 3 freins à l'apprentissage. Le fait d'avoir trop de tension dans le corps, des tensions inutiles,
le fait d'avoir un dialogue intérieur, donc le fait qu'on se parle dans notre tête avec un trop fort volume, et puis le fait d'avoir ce qu'on appelle la vision tunnelisée, c'est-à-dire que la vision tunnel, c'est j'ai un tunnel et en fait je suis tellement focalisé que j'oublie tout ce qu'il y a autour. En fait c'est une transe, c'est hypnotique, c'est pour ceux qui font l'hypnose. Et donc à partir de ces 3 obstacles qu'a défini John Grinder, je me suis dit tiens ça serait intéressant du coup de trouver des outils simples qui permettent de prendre ça en compte afin de gagner en attention et donc de gagner de présence en moi, puisque si je suis plus présent en moi, je gagne aussi plus de présence avec les autres et tatati tatata. Et donc voilà, c'est le programme de la journée de formation, stage, atelier du 9 mars à Paris, dans le 20e arrondissement, à Rue de la Chine. C'est qu'on retrouve les infos pour ceux qui voudraient réserver. Ouais, voilà, du coup, c'est sur mon site, peut-être tu pourras le mettre aussi. Je le rajouterai après. Voilà. Et du coup, ceux qui ont payé 20 €, je leur fais 20 € de remise pour le stage, quoi. Même si du coup, les 20 € c'est pour la location de salle ici et tout ça, je trouve que c'est plus juste de faire cette réduction. Et voilà, c'est vraiment finalement de la formation et vraiment dans la pratique et de pouvoir goûter ça et pour que vous puissiez après refaire ça avec vous. Et si vous êtes praticien, potentiellement, carrément même l'utiliser avec vos clients, quoi. Voilà, tu avais une question, Emmanuel, je crois. Non, c'était pas vraiment une question, Une c'était remarque. plus une précision, parce que dans le cas d'Amandine, par rapport à la réponse que tu faisais, il y a deux façons d'approcher le truc. Il peut y avoir... Attends, tu peux préciser du coup. J'ai pas assez d'éléments. La question initiale, non, quand elle Amandine parle du fait qu'elle est coach et qu'elle dit, elle propose à ses clients d'aller à l'intérieur, etc., tout en disant ouais, ça serait bien que moi j'y aille un peu plus. D'accord. Ça, il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnement et de savoir faire des trucs par rapport à soi. C'est plus une question de pratique personnelle, effectivement technique, avec par exemple ce que tu peux proposer. Et je pense que dès qu'on a goûté à ce que ça fait de sortir de là pour rentrer là, on ne retourne plus là-haut, sauf deux fois pour vérifier 2-3 trucs, mais à peine, quoi. Donc c'est plus un apprentissage effectivement technique et émotionnel, plutôt que d'avoir des trucs particuliers avec des araignées dedans qu'il faudrait aller chercher, quoi. Après, vous en avez peut-être bienvenue au club. Club des araignées. Non, des gens qui ont des araignées. C'est souvent les clubs des phobies des araignées. Juste faire la différence, dire que c'est pas... On peut aussi, je veux dire, quand je t'écoute, ce qui ça me fait penser, c'est que j'ai des personnes que j'accompagne, elles savent faire des trucs énormes que je suis incapable de faire. Et quand je les écoute, quand je leur pose des questions et qu'ils savent faire des trucs, je suis là, j'en fais... Des fois, je leur dis, maintenant je leur dis justement humilité et honnêteté. Vous savez, il faut quand même que je vous dise, vous n'avez pas le cadre de référence, mais ce que vous savez faire là, vous m'épatez, je ne sais pas le faire. Des personnes aux accès, je sais pas, il y avait un mec comme ça, il avait en fait organisé de la formation à plein de niveaux, et par exemple on creuse et en fait il y avait des post-it. Du coup, il y a des post-it, je fais, il y a des post-it de plusieurs couleurs. Il me fait, oui, ok, combien de couleurs? 3, ok, quelles sont les couleurs? Jaune, vert, rose, ok. Ça vous sert à quoi? Il y a une différence? Il me fait, non, bien sûr. Et on creuse, finalement, en fait, il y avait des post-it, genre rose c'était l'amoureuse, vert c'était les amis, jaune c'était le travail. Et en fait, il avait comme ça encodé de l'information, mais il arrivait, il y avait vraiment des ping-pong où il savait vraiment tac, 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 et on avançait vite. Et en fait, on cartographie, on est des cartographes, enfin moi je me considère un peu comme cartographe, on fait du mapping. Et du coup de comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne chacun. Il y a des fois c'est du délire, quoi. Il y a une personne comme ça, elle a fait en fait tout d'un côté c'était des souvenirs positifs, tout d'un côté c'était vraiment latéralisé, tous les côtés négatifs. Je fais les souvenirs négatifs, je fais ok, prenez ce souvenir là, déplacez-le là. Ok, délire. Apprenez à faire ça, mais donc je sais pas, on peut aussi, on peut accompagner des gens sans forcément avoir fait le chemin à l'intérieur, ou des gens qui savent faire des choses que nous on ne sait pas faire. Maintenant, clairement, les gens que j'accompagne sont des gens qui viennent de manière à un certain niveau inconscient, tout ça, une résonance qui font qu'ils viennent me voir parce que moi j'ai fait le chemin avant, et du coup il y a une certaine résonance qui fait que ça se fait bien. Et c'est assez amusant de voir qu'il y a quand même beaucoup de liens dans les gens qui viennent me voir avec des trucs que je suis passé d'une manière ou d'une autre, et du coup ça facilite le travail. Et les gens qui viennent me voir où je suis pas assez avancé, où je suis encore là,
un peu plus compliqué. Mais des fois, ils m'apprennent aussi des trucs. Tiens, ou des fois, j'ai de l'intuitivité, une créativité qui me vient dans la séance, et je me dis, putain, mais là, tu me dis ça, mais prends-le pour toi, là. Prends-le pour toi, tu le dis à lui, mais en fait, prends-le pour toi, parce que je pense que vous connaissez aussi. Hein. Donc, il y a aussi ces dimensions-là. En tout cas, je sais pas si ça fait sens avec ce que tu partageais. Oui, bah ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, une petite question. Tu parlais tout à l'heure de personnes HP. Ça fait référence un peu à des profils comme Mademoiselle qui analyse trop? C'est pas impossible, il faudrait creuser. C'est pas impossible. Au potentiel, donc c'est des personnes. Après, il faut vraiment normalement faire des tests, hein, le WAIS, je sais plus comment on appelle ça. C'est des tests assez compliqués, assez voilà, qui coûtent 300 balles, un truc comme ça. Faut faire. Enfin, c'est une vraie démarche, hein, c'est pas comme ça. Maintenant, oui, il y a ces fonctionnements-là, donc on appelle ça au potentiel, zèbre, sur la surdouance, qui sont des modes de fonctionnement différents avec souvent une hypersensibilité puis une pensée en arborescence, entre autres dans les critères. Après, il y a d'autres critères et c'est plus complexe, mais c'est vrai Qu'est-ce que tu appelles pensée en arborescence? Pensée en arborescence, c'est en gros, tu as une information qui vient, par exemple, et ça passe comme ça. C'est pas une pensée linéaire, tac, 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 c'est vraiment, et puis ça fusionne, ça va très 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 vite. Et du coup, justement, cette pensée qui va très vite, elle est problématique parce que ça va tellement vite que c'est comme si tu avais un super ordinateur et tu cliques sur quelque chose, en fait tu as déjà plein d'onglets qui sont ouverts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça génère forcément dans le système nerveux, c'est relié au corps, donc ça crée des tensions. Il y a une hypersensibilité qui est souvent présente, et puis il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en compte. Il y a vraiment une question de sens. Le sens est extrêmement important pour ces personnes-là depuis tout petit. La notion de sens, d'injustice, c'est très difficile l'injustice pour eux de la supporter, ça réveille des choses émotionnelles. Voilà, par exemple, il y a un humour un peu décalé aussi, souvent des trucs qu'on ne comprend pas forcément. Il y a ce genre de critères, pour donner quelques critères qui permettent un petit peu de repérer ça. Perfectionniste, lâche pas prise. Voilà, un petit peu. Il y a Christelle Petit-Colin qui a pas mal écrit sur ce genre de profil. D'accord. Et dont son dernier livre qui est assez intéressant aussi, qui dit justement le premier c'était genre trop penser, je pense trop, après je pense mieux, comme ça. Et le dernier livre là qui est sorti il y a quelques mois, qui dit pourquoi trop penser rend manipulable. Et il y a une très belle vidéo qui est gratuite, qui dure à peu près une demi-heure, où elle présente son livre avec les concepts clés du livre, qui est vraiment vraiment très 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 chouette. Je vous invite vraiment à la regarder. Christelle Petit-Colin. Christelle, c'est Christelle mais sans deux L-E, c'est juste C-H-R-I-S-T-E-L. Petit-Colin, tout attaché, petit et Colin avec deux L. Et chouette travail qu'elle propose quand même. Pierre Portevin aussi. Ah mais je connais pas. Portevin, du coup c'est bien pour les soirées Portevin, non? Et vraiment génial. Pierre Portevin, je connais pas, je regarde. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qu'il peut répondre ou si... Moi, c'est un peu perso par rapport à toi, parce que je voulais faire des formations que tu fais, mais j'ai vu que cette année, tu n'en faisais pas à Paris. Tu sais, hypnose conversationnelle, ou précédente aussi par rapport à la gestuelle. En fait, j'ai pas mal de changements dans ma vie, en sachant que du coup, je vis aussi maintenant en Espagne à Valencia. Donc, si vous avez vu la petite vidéo, c'était à la plage, c'était à Valencia. Du coup, en fait, si tu veux, je suis en train, c'est tout nouveau, là, on a l'appartement depuis le 23 janvier. Donc il y a des allers-retours Paris-Valencia-Espagne. À Paris, je bosse à mon cabinet en individuel. Je gagne mon argent en intensif. Et puis après, je fais un autre type de travail en Espagne avec la plage, tout ça, l'aspect créatif. Parce que c'est quand même beaucoup de recherche, j'ai besoin d'un autre contexte en fait qui me permet d'accéder à autre chose, d'avoir du recul sur mon travail, de lire, d'explorer tout ça. Donc pour l'instant, j'ai pas... Montpellier. Non, pour l'instant j'ai même pas de date en fait, à part le 9 mars, là c'est ce truc à Montpellier, mais c'est la PNL que je fais, la génération formation, c'est le module 2. Et pour l'instant j'ai mis en pause, j'ai le calibration hypnotique qui tourne, celui-là il est rodé, parce que je l'ai fait plusieurs fois l'an dernier. Donc j'attends de voir en fait, j'attends de prendre un peu de recul pour voir si je remodifie un peu les programmes, de voir comment je peux rendre ça accessible à plus de monde, parce qu'avant c'était juste hypnose PNL, les gens qui étaient formés à ça. La dernière session, j'ai fait intervenir notamment une personne qui est là présente, si vous voulez savoir, Samira, du coup, qui sait aussi, qui l'a fait et qui n'est pas formée à l'hypnose, un petit peu de PNL mais pas à l'hypnose. Donc et ça s'est bien passé. Oui. C'est très accessible pour les coachs aussi, justement.
Donc voilà, je voulais un peu revoir ça avant, puis en fait c'était la question aussi, c'est con, mais je fais tout seul, donc à un moment donné, en fait, faire la com, trouver la salle, machin, et je me suis aussi des fois foutu un peu dans la merde de louer une salle qui à Paris ça coûte extrêmement cher. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait ouais, attends, j'ai arrêté de prendre des risques et me mettre la pression comme un fou et faire les choses petit à petit. Et donc là, j'ai dit voilà, déjà, je m'installe en Espagne, je continue mes programmes. Là, c'est la première conférence que je donne. Donc aller petit à petit, puis restructurer ça tranquillement. Là, pour préparer cette conférence, j'ai plein de nouvelles choses qui ont émergé sur des concepts, beaucoup sur notamment l'énergie masculin et féminin, de mettre tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai des champs exploratoires et donc je suis en train de voir pour caler les dates, mais même hypnose conversationnelle pour l'instant j'ai pas encore bien tous les programmes et tout, donc j'attends de laisser reposer et après si vous êtes intéressé pour avoir des infos, vous donnez votre mail et puis moi je vous note sur un truc et puis je vous envoie quand c'est dispo. Avec plaisir. Mais sinon, autre chose, là, dans ta démonstration, je trouvais que ça faisait vachement énergétique. Tu sais, un peu canal, tu es canal des énergies, etc. Bon, effectivement, j'ai oublié. Vas-y, excuse-moi. Et je voulais savoir quelle formation tu as eu, parce que ça m'interpelle aussi, ça m'intéresse. Et j'ai l'impression que tu procédais un peu comme avec le magnétisme, où parfois tu as des déglutitions, etc. Bien observé. Putain, mais on voit tout. Non, c'est très juste ce que tu dis. Effectivement, en fait, pour moi, si je prends un peu de recul par rapport, après je répondrai spécifiquement à l'énergétique. Il y a gros fondamental de hypnose PNL qui est ma base. Je suis enseignant certifié en hypnose et je termine en PNL, donc j'ai vraiment été loin. J'ai fait plein de formations avec plein de gens. D'ailleurs, si vous avez fait de l'hypnose et que vous avez fait aucune formation avec Antoine Garnier, vous allez arrêter un truc, allez vraiment voir Antoine Garnier, c'est monsieur hypnose francophone, vous pouvez vraiment aller voir ce gars-là, quoi. Antoine, si tu nous écoutes. C'est mon côté Michel Drucker, que je ne savais pas que j'avais, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça, HP, ça part dans tous les sens. J'ai fait ma conférence, je lâche prise et là, c'est mon mécanisme qui se remet en action. Ce que je voulais dire, donc, PNL, hypnose, c'est vraiment mes fondamentaux. Clown. Après, corporel et l'énergétique. Maintenant, effectivement, en fait, il y a une grosse dimension énergétique dans l'hypnose et la PNL que je pratique dans la relation d'être. Il y a une grosse dimension en fait énergétique. Et que il y a un travail que j'ai fait, du travail de thérapie que j'ai fait avec quelqu'un, notamment aussi, qui m'a aidé. C'est-à-dire qu'elle a capté des choses dans mon corps que je ne captais pas. Et qu'on allait, et à force en fait, je pense qu'elle m'a transmis en fait, le fait d'être accompagnée, de faire un travail sur moi. Je pense qu'en plus d'être ma thérapeute, il y avait une notion de transmission inconsciente sur les capacités qu'elle savait faire et que moi j'ai récupéré. Ça, je pense que c'est un premier point. Deuxième point, si je te donnerais du coup, je te donnerais le nom de quelqu'un qui pour moi c'est absolument génial dans l'énergétique, parce que je dirais pas voir n'importe qui, et clairement c'est... Oui, c'est pour ça que c'est rare. Donc je te donnerai une référence qui est vraiment chouette, qui fait des stages, faut s'y prendre à l'avance par contre, parce que c'est un petit comité et voilà tout ça, mais elle est super. Et oui, il y a une grosse dimension énergétique, et en fait je pense que l'énergétique concrètement, plus j'avance, je comprends pas tout encore. Je crois que de toute façon je comprendrai jamais tout, mais ça connecte quoi. En fait, on est tous connectés. Et il y a des choses que tu vivais. J'ai essayé de faire attention dans ma linguistique pour pas dire tiens c'est ça qui se passe parce que je peux pas être sûr, mais de poser des questions pour vérifier qu'est-ce qui se passe et est-ce que c'est en résonance avec ce que je ressens aussi. Et quand mon système énergétique en fait il évacue quoi. Comme ça, et des gens à droite, moi ça va, j'ai pas ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on est en séance tout d'un coup et puis que dans longtemps on a les yeux fermés, mais là, c'est un peu bizarre. Je me souviens la première fois que j'ai vécu ça, j'étais allongé sur une table, il m'avait prévenu, mais quand même. Et en fait, du coup, je me réveillais, et puis j'étais comme ça, et j'entendais, ça me réveillait, je repartais, et en fait j'étais en fractionnement parce que le mec rotait. Bref. Ça sera coupé au montage. Mais oui, je pense que l'énergétique, il faut trouver les bonnes personnes, mais je pense qu'il y a des dimensions beaucoup plus profondes que l'hypnose, la PNL et tout ça, clairement. Quand je vois des choses que j'ai pu vivre moi en tant que client, patient, en tant que sujet, de connecter à cette connaissance intuitive énergétique, et puis il y a des dimensions spirituelles aussi. Et puis je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est pas nous qu'on bosse, quoi. Il y a d'autres connaissances ailleurs qui nous relient et qui font le boulot, quoi. Et à un moment donné, oui, je sais pas si c'est canal, je sais pas si c'est quoi, j'ai pas d'explication, mais en tout cas, clairement, il y a des séances où il se passe des choses qui
il se passe des choses. Quoi? Je sais Mais pas. forcément, ça aide, vu que tu es ouvert à ça. Du coup, par rapport à ce que tu projettes sur l'autre, Oui, que tu ouvres, oui, oui. Et c'est pour ça, du coup, parce que tu mets une communication. et c'est pour ça que avant de recevoir quelqu'un, avant d'être disponible pour l'autre, je suis d'abord disponible pour moi. Et c'est en étant disponible pour moi que je peux ouvrir mon champ pour accueillir l'autre. Parce que si je suis déjà pas bien avec moi-même, je peux pas être totalement avec l'autre. Donc c'est d'abord, je prends le temps de moi. Et moi j'ai la chance d'habiter à côté des buts de Chaumont, à 200 mètres de l'entrée. Le matin, je fais quoi? Avant de faire mes séances, je vais marcher au parc. Et quand je marche au parc, mes séances sont pas pareilles. Quand je me suis chargé de la nature, l'énergie de la nature, de me resynchroniser inconsciemment au rythme biologique, etc., mes séances sont pas pareilles quand même. En général, il y a un truc, il y a une dimension énergétique, je peux pas l'expliquer, mais qui est là et qui change quand même les séances. C'est clair. Voilà. Ok, merci. Autre chose, où on dit qu'on s'arrête là et qu'on se... On est pas mal au niveau timing, on est pile dedans. À moins que quelqu'un ait vraiment quelque chose, bien sûr. Ah, tu l'as vendu? Eh ben, c'est l'heure de remercier une dernière fois. Merci.